Depuis les années 1940, des pilotes militaires et des gens ordinaires ont signalé avoir vu des choses dans le ciel qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ce qui semblait n'être que des histoires étranges s'est transformé en milliers de cas documentés par le gouvernement lui-même. Des objets qui volent plus vite que nos avions les plus modernes font des virages impossibles et disparaissent en quelques secondes. Cela a forcé les scientifiques à poser une question effrayante. Si ces choses ne sont pas à nous, à qui appartiennent-elles ? Bonjour et bienvenue dans ce coin tranquille où la curiosité peut prendre son temps et où les mystères de notre univers peuvent se déployer sans hâte. Cette nuit, nous n'allons pas explorer les confins de l'espace ou plonger dans les profondeurs océaniques. Au lieu de cela, nous allons nous tourner vers quelque chose de plus proche, mais peut-être encore plus mystérieux. Nous allons lever les yeux vers le ciel nocturne et nous demander si nous sommes vraiment seuls. Depuis les années 1940, des pilotes militaires entraînés, des contrôleurs aériens expérimentés et des citoyens ordinaires ont signalé avoir vu des choses dans le ciel qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Ces observations, d'abord rejetées comme des histoires étranges ou des erreurs d'identification, se sont transformées en milliers de cas documentés par les gouvernements eux-mêmes. Des objets qui volent plus vite que nos avions les plus modernes, effectuent des virages impossibles selon nos lois de la physique et disparaissent en quelques secondes sans laisser de traces. Ces rapports ne viennent pas de témoins peu fiables ou de chercheurs de sensations. Ils émanent de personnes formées à observer le ciel, habituées à identifier tout ce qui vole dans notre espace aérien. Des pilotes avec des décennies d'expérience. Des officiers de radar qui connaissent chaque signature électronique de nos appareils, des astronautes qui ont vu la Terre depuis l'espace. Leurs témoignages convergent vers une conclusion troublante. Il y a des choses là-haut qui ne correspondent à aucune technologie connue. L'accumulation de ces témoignages a forcé même les scientifiques les plus sceptiques à poser une question effrayante. Si ces objets ne sont pas les nôtres, s'ils ne correspondent à aucune technologie terrestre connue, alors à qui appartiennent-ils ? Cette question, autrefois reléguée aux marges de la science-fiction, occupe désormais les bureaux du Pentagone, les laboratoires de recherche les plus prestigieux et les conversations privées des physiciens les plus respectés au monde. Imaginez-vous dans le cockpit d'un chasseur F-18 Super Hornet volant au-dessus de l'océan Pacifique par une journée claire de novembre 2004. Vous êtes le commandant David Fravor, pilote de la Navy, avec plus de 18 ans d'expérience de vol. Votre radar détecte quelque chose d'inhabituel à 60 000 km de distance, descendant rapidement de 80 000 pieds d'altitude. Les contrôleurs vous dirigent vers cette anomalie. Ce que vous découvrez défie toute logique. Un objet blanc de la taille d'un cachalot, sans ailes visibles, sans système de propulsion apparent, flottant au-dessus de l'eau. Lorsque vous descendez pour l'examiner de plus près, l'objet réagit à votre présence. Il monte vers vous, s'arrête, puis disparaît littéralement sous vos yeux. Une seconde plus tard, vos contrôleurs vous informent que le même objet vient d'apparaître à 60 000 km de là, au point de rendez-vous que vous n'aviez communiqué à personne. Cette rencontre, connue sous le nom d'incident du Tic-Tac, a été filmée par les systèmes d'armes de l'avion et enregistrée par les radars du porte-avions USS Nimitz. Les données techniques montrent un objet capable d'accélération qui écraserait tout pilote humain, de vitesse dépassant plusieurs fois celle du son sans créer de bang sonique, et de manœuvres qui violent nos compréhensions de l'aérodynamique. Le commandant Fravor n'était pas seul. Sa coéquipière, le commandant Alex Dietrich, a été témoin de la même chose. Leurs témoignages, corroborés par les données radar et les enregistrements vidéo, ont été déclassifiés par le Pentagone en 2017. Ce qui était autrefois classé secret défense est maintenant disponible pour que le monde entier puisse l'examiner. Mais l'incident du Tic-Tac n'est pas isolé. Il fait partie d'un schéma qui remonte aux premiers jours de l'aviation militaire moderne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les pilotes alliés et de l'Axe ont signalé des rencontres avec ce qu'ils appelaient les Foo Fighters, des orbes lumineux qui suivaient leurs appareils, effectuaient des manœuvres impossibles, puis disparaissaient. Ces observations étaient si courantes qu'elles ont fait l'objet de rapports militaires officiels des deux côtés du conflit. Dans les années qui ont suivi la guerre, alors que l'humanité entrait dans l'ère des jets et des missiles balistiques, les observations se sont intensifiées. L'incident de Roswell en 1947, bien que devenu un phénomène de culture populaire, était en réalité l'un des nombreux événements inexpliqués de cette époque. Des bases militaires, à travers les États-Unis, ont signalé des intrusions d'objets non identifiés dans leur espace aérien le plus sensible. En 1952, des objets non identifiés ont survolé Washington, D.C.
apparaissant sur les écrans radars de l'aéroport national et de la base aérienne d'Andrews. Les intercepteurs envoyés pour les enquêter ont signalé des contacts visuels avec des objets lumineux qui accéléraient au-delà de toute capacité connue. Ces incidents, photographiés par les journalistes et documentés par les contrôleurs aériens, ont fait la une des journaux du monde entier. Mais peut-être que l'aspect le plus troublant de ces rencontres n'est pas ce qui a été vu, mais la réaction des autorités. Pendant des décennies, les gouvernements ont nié, désinformé et ridiculisé quiconque osait parler de ces observations. Les pilotes militaires recevaient l'ordre de garder le silence. Les rapports officiels étaient classifiés ou détruits. Les témoins civils étaient discrédités publiquement. Cette culture du secret a persisté jusqu'en 2017, lorsque le New York Times a révélé l'existence du programme d'identification de menaces aérospatiales avancées, un projet secret du Pentagone dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Dirigé par Luis Elizondo, un officier de renseignement militaire, ce programme a collecté et analysé des centaines de rapports d'OVNI provenant de personnels militaires du monde entier. Les révélations d'Elizondo ont ouvert les vannes. En 2020, le Pentagone a officiellement reconnu l'authenticité de 3 vidéos montrant des phénomènes aériens non identifiés, le terme bureaucratique moderne pour les OVNI. Ces vidéos, surnommées FLIR 1, Gimbal et Go Fast, montrent des objets effectuant des manœuvres que nos meilleurs physiciens et ingénieurs aéronautiques ne peuvent pas expliquer. La vidéo Gimbal est particulièrement troublante. Elle montre un objet qui semble tourner sur lui-même tout en maintenant sa vitesse et sa direction. Les pilotes qui l'observent peuvent être entendus exprimant leur incrédulité. « Mon Dieu, ils volent tous en formation !» L'un d'eux s'exclame « C'est un drone !» Son coéquipier répond « Non, ce n'est pas possible ». Ces révélations ont transformé ce qui était autrefois considéré comme de la pseudo-science en un sujet d'enquête légitime. En juin 2021, le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis a publié un rapport préliminaire sur les phénomènes aériens non identifiés au Congrès. Ce rapport, bien que bref et largement non concluant, a admis que de nombreuses observations restent inexpliquées et que certaines démontrent des caractéristiques de vol inhabituelles. Le rapport a catalogué 143 observations de phénomènes aériens non identifiés signalés par le personnel gouvernemental américain entre 2004 et 2021. De ces cas, tous, sauf un, restent non expliqués. Les objets observés ont démontré des capacités qui défient notre compréhension de l'aérodynamique et de la physique. Des accélérations instantanées, des arrêts soudains, des changements de direction à angle droit à haute vitesse et la capacité de voler aussi bien dans l'air que sous l'eau. Mais les États-Unis ne sont pas seuls dans cette reconnaissance officielle. Le Chili, le Brésil, la France et d'autres nations ont créé leur propre programme d'études, des OVNI, et ont déclassifié des milliers de documents. Le Centre national d'études spatiales français maintient le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui publie ouvertement ses investigations sur son site web. L'Agence spatiale européenne et plusieurs universités prestigieuses ont commencé à étudier sérieusement le phénomène. Le projet Galileo, dirigé par l'astrophysicien Darvard Avilob, utilise des instruments scientifiques avancés pour détecter et analyser les phénomènes aériens non identifiés. Loeb, qui a proposé que l'objet interstellaire Oumuamua pourrait être d'origine artificielle, représente une nouvelle génération de scientifiques prêts à considérer des explications extraordinaires pour des observations extraordinaires. Cette transformation d'un sujet tabou en recherche scientifique légitime soulève des questions profondes sur la nature de ces phénomènes et leurs implications pour l'humanité. Si ces objets ne sont pas d'origine humaine, alors nous sommes confrontés à la possibilité que nous ne soyons pas seuls dans l'univers. Plus troublant encore, il semble que si une intelligence non humaine nous visite, elle possède une technologie si avancée par rapport à la nôtre que nous pourrions être pour elle ce que les fourmis sont pour nous. Les implications vont bien au-delà de la simple curiosité scientifique. Si des êtres intelligents d'autres mondes nous observent depuis des décennies, pourquoi se révèlent-ils maintenant? Que veulent-ils? Sont-ils bienveillants, neutres ou représentent-ils une menace? Et peut-être la question la plus troublante de toutes, depuis combien de temps sont-ils là? Certains chercheurs suggèrent que les observations modernes ne sont que la continuation d'un phénomène ancien. Dans l'art rupestre préhistorique, les manuscrits médiévaux et les chroniques historiques du monde entier, on trouve des descriptions d'objets étranges dans le ciel et de rencontres avec des êtres non humains. Ces récits, autrefois rejetés comme mythologie ou folklore, prennent une nouvelle signification à la lumière des révélations modernes.
À mesure que nous nous enfonçons dans cette nuit de mystères et de questions sans réponse, nous explorerons ces témoignages historiques, examinerons les preuves physiques laissées par ces rencontres et tenterons de comprendre ce que ces phénomènes pourraient signifier pour l'avenir de l'humanité. Nous écouterons les voix de ceux qui ont vu l'impossible, analyserons les données que nos gouvernements ont gardées secrètes pendant des décennies et nous demanderons si nous sommes prêts à accepter que notre compréhension de notre place dans l'univers pourrait être sur le point de changer à jamais. Les étoiles au-dessus de nous brillent comme elles l'ont toujours fait, mais maintenant nous savons que nous ne sommes peut-être pas les seuls à les regarder. Dans l'obscurité qui nous entoure, il pourrait y avoir des yeux qui nous observent, des intelligences qui étudient nos mouvements et des technologies qui dépassent nos rêves les plus fous. Cette possibilité, autrefois confinée aux pages de la science-fiction, est maintenant étudiée dans les laboratoires les plus avancés du monde et discutée dans les couloirs du pouvoir. Alors que nous commençons ce voyage à travers les mystères du ciel nocturne, gardez l'esprit ouvert mais critique. Car ce que nous découvrirons ensemble pourrait changer non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans le cosmos infini qui nous entoure. L'histoire moderne des rencontres avec des phénomènes aériens non identifiés commence véritablement le 24 juin 1947 dans le ciel cristallin au-dessus des montagnes Cascades de l'État de Washington. Kenneth Arnold, un homme d'affaires et pilote privé expérimenté, volait dans son Colère A2 à la recherche d'un transport militaire C-46 qui s'était écrasé près du mont Rainier. Ce qu'il a vu ce jour-là a non seulement changé sa vie, mais a également donné naissance au phénomène moderne des OVNI. Arnold décrivait 9 objets en forme de croissant volant en formation à une vitesse qu'il estima à plus de 1700 miles par heure, bien au-delà de toute capacité d'aéronef de l'époque. Il les décrivit comme se déplaçant comme une soucoupe ricochant sur l'eau, une phrase qui donna naissance au terme « soucoupe volante » lorsque les journalistes rapportèrent son histoire. Mais ce détail souvent oublié révèle quelque chose d'important. Arnold était un observateur formé, capable d'estimer la vitesse et la distance avec une précision remarquable grâce à ses années d'expérience de vol. Ce qui rend le témoignage d'Arnold particulièrement crédible, c'est sa réticence initiale à le rendre public. Il n'était pas à la recherche de célébrité ou d'attention. En fait, il semblait troublé par ce qu'il avait vu, conscient que son rapport pourrait nuire à sa réputation professionnelle. Lorsqu'il atterrit à l'aéroport de Yakima, il mentionna ses observations à d'autres pilotes, espérant une explication rationnelle. Au lieu de cela, il découvrit que d'autres aviateurs avaient signalé des observations similaires dans la région. L'histoire d'Arnold attira rapidement l'attention des médias nationaux et en quelques jours, des rapports d'observations similaires affluèrent de tout le pays. Le 4 juillet 1947, une vague d'observations d'OVNI déferla sur les États-Unis. Plus de 90 rapports furent enregistrés ce jour-là dans différents États, impliquant des centaines de témoins. Cette synchronicité était remarquable et suggérait soit une hystérie collective, soit la présence réelle de phénomènes inexpliqués dans l'espace aérien américain. Parmi ces rapports du 4 juillet, l'un des plus significatifs venait de la base aérienne de Muroc en Californie, maintenant connue sous le nom d'Edwards Air Force Base. Plusieurs officiers de l'armée de l'air, y compris un pilote d'essai expérimenté, signalèrent avoir observé un objet rond et métallique effectuant des manœuvres impossibles à haute altitude. Ce rapport était particulièrement troublant pour les autorités militaires car Muroc était l'un des sites d'essai les plus secrets du pays, où les derniers développements en matière d'aviation militaire étaient testés. 3 jours plus tard, le 8 juillet, un incident encore plus dramatique se produisit près de Roswell, au Nouveau-Mexique. Bien que l'incident de Roswell soit devenu synonyme de théorie de conspiration et de culture populaire, les faits originaux méritent un examen attentif. Le major Jesse Marcel, officier de renseignement à la base aérienne de Roswell, fut envoyé pour enquêter sur des débris étranges découverts dans un ranch isolé par William Mac Brazel. Ce que Marcel découvrit le troubla profondément. Les débris ne ressemblaient à aucun matériau qu'il avait vu auparavant dans sa carrière militaire. Des pièces métalliques qui semblaient impossibles à plier ou à briser, des matériaux qui conservaient leur forme même après avoir été froissés, et des fragments avec des propriétés qui défient la description conventionnelle. Marcel, un homme habitué aux dernières technologies militaires, était suffisamment impressionné pour rapporter les débris à sa base pour une analyse plus approfondie. L'armée de l'air publia initialement un communiqué de presse admettant avoir récupéré un disque volant près de Roswell.
Cependant, quelques heures plus tard, cette déclaration fut rétractée et remplacée par l'explication qu'il s'agissait simplement des débris d'un ballon météorologique. Cette rétractation rapide et la classification immédiate de tous les matériaux liés à l'incident créèrent un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Ce que nous savons maintenant, grâce aux déclassifications partielles des décennies plus tard, c'est que Roswell était le site du projet militaire hautement classifié Mogul, conçu pour détecter les essais nucléaires soviétiques à l'aide de ballons à haute altitude, équipés de capteurs sensibles. Cependant, cette explication, bien qu'elle puisse expliquer certains aspects de l'incident, ne satisfait pas tous ceux qui ont étudié les preuves disponibles. Le colonel Philip Corso, un officier de l'armée américaine qui prétendait avoir été impliqué dans l'analyse des débris de Roswell, a affirmé des années plus tard que les matériaux récupérés présentaient des propriétés technologiques si avancées qu'ils ont influencé le développement de technologies comme les circuits intégrés, les fibres optiques et les matériaux super résistants. Bien que les affirmations de Corso restent controversées et non vérifiables, elles soulèvent des questions intrigantes sur la possibilité que certaines de nos avancées technologiques modernes puissent avoir des origines plus mystérieuses. Au-delà de Roswell, les années 1940 et 50 ont vu une prolifération d'observations d'OVNI dans des installations militaires sensibles à travers les États-Unis. La base aérienne de Malmstrom dans le Montana, qui abritait des missiles nucléaires intercontinentaux, a connu plusieurs incidents troublants. En mars 1967, des gardes de sécurité signalèrent un objet lumineux planant au-dessus de la zone de lancement des missiles. Peu après, plusieurs missiles Minuteman tombèrent mystérieusement hors service, leur système de guidage subissant des pannes inexpliquées. Le capitaine Robert Salas, officier de lancement de missiles présent ce jour-là, a témoigné sous serment que 10 missiles nucléaires sous son commandement sont devenus inopérants en présence de l'objet non identifié. Ces missiles, conçus pour être extrêmement résistants aux interférences électroniques, utilisaient une technologie de pointe et des systèmes de sécurité redondants. La possibilité qu'un phénomène externe puisse les désactiver simultanément était théoriquement impossible selon les spécifications techniques de l'époque. Des incidents similaires furent signalés à d'autres bases de missiles nucléaires, notamment F.U. Warren dans le Wyoming et Minot dans le Dakota du Nord. Dans chaque cas, du personnel militaire hautement formé et accrédité signalait des objets non identifiés, coïncidant avec des dysfonctionnements inexpliqués de systèmes d'armes nucléaires. Ces rapports étaient systématiquement classifiés et les témoins recevaient l'ordre de ne jamais discuter de leurs expériences. L'accumulation de ces rapports militaires poussa l'armée de l'air américaine à lancer plusieurs programmes d'investigation officiels. Le projet SING, créé en 1948, fut le premier effort organisé pour étudier scientifiquement les rapports d'OVNI. Dirigé par des officiers de renseignement expérimentés et des scientifiques respectés, le projet examina des centaines de cas, appliquant une méthodologie rigoureuse pour séparer les observations explicables des véritables mystères. Le projet SIGN fut remplacé en 1949 par le projet Grudge, qui adopta une approche plus sceptique, cherchant activement à démystifier les rapports d'EVNI. Cependant, même cette approche sceptique ne put expliquer tous les cas. En 1952, le projet Blue Book fut établi sous la direction du capitaine Edward Ruppelt, un officier respecté qui s'engagea à enquêter sur chaque rapport avec un esprit ouvert mais critique. Sous la direction de Ruppelt, le projet Blue Book développa un système de classification sophistiqué pour les observations d'OVNI. Les cas étaient classés comme identifiés s'ils pouvaient être expliqués par des phénomènes conventionnels, insuffisamment d'informations s'il manquait des données cruciales, ou non identifiés s'ils résistaient à toute explication conventionnelle. À la fin du projet, en 1969, plus de 700 cas restaient officiellement dans la catégorie non identifiés. Parmi ces cas non résolus figurait l'incident de Washington DC des 19 et 20 juillet 1952. Durant ces 2 nuits consécutives, des objets non identifiés apparurent sur les écrans radars de l'aéroport national de Washington et de la base aérienne d'Andrews. Les contrôleurs aériens observèrent des objets se déplaçant à des vitesses variant de 100 à 7000 miles par heure, effectuant des arrêts instantanés et des changements de direction impossibles pour tout aéronef connu. Edward Nugent, contrôleur principal à l'aéroport national, décrivit les objets comme 7 cibles non identifiées sur mon écran radar, ne suivant aucun schéma de vol établi.
Lorsque des intercepteurs F-94 Starfire furent envoyés pour enquêter, les pilotes signalèrent des contacts visuels avec des objets lumineux qui semblaient jouer avec eux, accélérant au-delà de toute poursuite possible lorsque les jets s'approchaient. Le lieutenant William Patterson, pilotant l'un des intercepteurs, rapporta « J'ai essayé de serrer l'objet et il s'est éloigné. J'ai poussé mon appareil à sa vitesse maximale, mais je ne pouvais pas le rattraper. » Ces rencontres furent photographiées par des journalistes et observées par des centaines de témoins au sol, créant un incident que l'armée de l'air ne pouvait pas facilement expliquer ou ignorer. La pression publique et médiatique résultant de l'incident de Washington força l'armée de l'air à tenir une conférence de presse, la plus grande depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le major général John Samford, directeur du renseignement de l'armée de l'air, attribua les observations radar à des conditions météorologiques inhabituelles, créant des échos fantômes. Cependant, cette explication ne satisfit pas de nombreux experts radars expérimentés qui avaient observé les phénomènes. Au-delà des États-Unis, des incidents similaires étaient signalés dans le monde entier. En France, l'incident de Valençol en juin 1965 impliquait Maurice Masse, un fermier réputé pour sa sobriété et son honnêteté. Masse affirma avoir observé un objet en forme d'œuf atterrir dans son champ de lavande, avec deux êtres de petite taille en sortant pour examiner ses plantes. Lorsqu'ils remarquèrent sa présence, l'un des êtres pointa un dispositif vers lui, le paralysant temporairement. Les êtres retournèrent ensuite à leur embarcation, qui décolla silencieusement. L'enquête menée par les autorités françaises révéla des traces physiques troublantes, des marques d'atterrissage dans le sol dur, des plantes de lavande desséchées dans un motif géométrique précis et des changements dans la composition du sol qui persistèrent pendant des années. Masse, qui ne cherchait aucune publicité et fut même gêné par l'attention que son rapport attira, maintint sa version des faits jusqu'à sa mort, refusant de nombreuses offres lucratives pour modifier son témoignage. En Belgique, entre novembre 1989 et avril 1990, une vague d'observations d'ovnis triangulaires déferla sur le pays. Plus de 13 000 témoins, incluant des policiers, des pilotes militaires et des astronomes amateurs, signalèrent des objets triangulaires massifs volant lentement et silencieusement à basse altitude. Ces objets présentèrent des lumières aux trois coins et une capacité remarquable d'accélération instantanée. L'armée de l'air belge prit ces rapports au sérieux et lança des intercepteurs F-16 pour enquêter. Les pilotes obtinrent des verrous radars sur les objets, enregistrant des accélérations de 40 G, suffisantes pour tuer n'importe quel pilote humain, et des vitesses dépassant 1000 miles par heure. Les données radar furent corroborées par plusieurs stations au sol, créant un cas avec une documentation technique exceptionnelle. Le général Wilfried de Brouwer, chef des opérations de l'armée de l'air belge, déclara publiquement « Les informations que nous avons recueillies professionnellement nous conduisent à admettre qu'il y avait des phénomènes aériens anormaux. » Cette reconnaissance officielle par un haut responsable militaire d'un pays membre de l'OTAN marqua un tournant dans l'approche institutionnelle des phénomènes OVNI. Ces premiers cas établirent un motif qui persiste encore aujourd'hui. Des témoins crédibles, souvent des professionnels formés à l'observation aérienne, signalant des objets présentant des capacités de performance qui dépassent largement toute technologie connue. Les tentatives d'explication conventionnelles, hallucinations, erreurs d'identification, phénomènes météorologiques échouent systématiquement à rendre compte de la cohérence des témoignages et des preuves physiques associées. L'élément peut-être le plus troublant de ces premiers rapports est leur cohérence à travers les cultures, les époques et les zones géographiques. Des pilotes australiens aux fermiers français, des contrôleurs radars américains aux astronomes belges, les descriptions des objets observés présentent des similitudes remarquables. Cette cohérence suggère soit un phénomène réel et persistant, soit une forme de psychose collective d'une ampleur sans précédent dans l'histoire humaine. À mesure que les décennies passaient et que les rapports continuaient d'affluer, une question troublante émergea. Pourquoi ces phénomènes semblaient-ils si intéressés par nos installations militaires les plus sensibles, en particulier celles liées aux armes nucléaires ? Cette corrélation, d'abord remarquée par des analystes du renseignement dans les années 1950, révéla un schéma inquiétant qui persiste encore aujourd'hui.
L'incident de la base aérienne de Malmstrom n'était pas un cas isolé. En octobre 1962, pendant la crise des missiles de Cuba, alors que le monde se trouvait au bord d'une guerre nucléaire, la base aérienne de F. E. Warren dans le Wyoming connut une série d'observations d'OVNI coïncidant avec des dysfonctionnements de missiles. Le sergent-chef Robert Jamieson était de service dans une installation de commandement souterraine lorsque des alarmes se déclenchèrent, indiquant que plusieurs missiles Minuteman étaient passés en mode no-go, essentiellement inopérants. Simultanément, les gardes de sécurité en surface signalaient un objet rouge brillant planant silencieusement au-dessus de la zone de lancement. L'objet, décrit comme ayant la taille d'un terrain de football, émettait une lumière pulsante et semblait scanner méthodiquement chaque silo de missiles. Jamieson, un technicien expérimenté en système d'armes nucléaires, tenta de remettre les missiles en ligne, mais tous les protocoles de réinitialisation échouèrent. Il faudrait des heures d'intervention technique spécialisée pour restaurer la fonctionnalité des systèmes. Ce qui rendait ces incidents particulièrement alarmants pour les autorités militaires était la sophistication technique requise pour interférer avec les systèmes de missiles nucléaires. Ces installations étaient conçues pour résister aux impulsions électromagnétiques, aux interférences radio et même aux effets d'explosions nucléaires proches. Leur système de contrôle utilisait une technologie durcie, avec de multiples redondances et des protocoles de sécurité extrêmement stricts. L'idée qu'une force externe puisse les désactiver simultanément était théoriquement impossible selon les spécifications de l'époque. Le docteur Robert Jacobs, ancien officier de l'armée de l'air américaine et professeur émérite de journalisme, a révélé un incident encore plus dramatique qui se serait produit en septembre 1964 à la base de Vandenberg en Californie. Jacobs était responsable de l'instrumentation optique pour filmer les tests de missiles balistiques intercontinentaux. Lors d'un test du missile Atlas, ses caméras télescopiques haute vitesse capturèrent quelque chose d'extraordinaire. Selon Jacobs, les films montraient clairement un objet en forme de disque approchant le missile en vol, l'encerclant puis émettant des faisceaux de lumière vers la tête nucléaire factice. Immédiatement après cette interaction, le missile commença à mal fonctionner, sa trajectoire deviendra erratique avant qu'il ne tombe dans l'océan Pacifique, bien en deçà de sa cible prévue. Le major Florenze Mansman, supérieur de Jacobs, lui montra les films en privé, déclarant « Tu n'as jamais vu cela et nous n'avons jamais eu cette conversation ». Ces incidents militaires présentaient un défi particulier pour les autorités. D'une part, ils impliquaient des installations parmi les plus sensibles et les mieux gardées au monde, avec des témoins hautement qualifiés et accrédités. D'autre part, admettre publiquement que des objets non identifiés pouvaient pénétrer l'espace aérien le plus protégé et interférer avec des systèmes d'armes nucléaires aurait des implications géopolitiques majeures pendant la guerre froide. La solution adoptée fut un mélange de déni, de désinformation et de ridicule. Les témoins militaires recevaient des ordres stricts de ne jamais discuter de leurs expériences, souvent accompagnés de menaces concernant leur sécurité d'emploi et leur pension. Les rapports officiels étaient systématiquement classifiés ou perdus. Lorsque des informations filtraient vers les médias, elles étaient rapidement démystifiées par des explications alternatives, souvent implausibles mais suffisamment plausibles pour semer le doute. Cette campagne de désinformation était dirigée en partie par le groupe de travail Robertson Panel, un comité de scientifiques convoqué par la CIA en 1953, présidé par le physicien H.P. Robertson. Ce panel recommanda que les agences gouvernementales démystifient activement les rapports d'OVNI et utilisent les médias de masse pour réduire l'intérêt public pour le sujet. Le panel craignait que l'engouement pour les OVNI puisse être exploité par des adversaires étrangers pour submerger les canaux de communication militaires ou détourner l'attention des menaces réelles. Cependant, malgré ces efforts de suppression, les incidents continuaient. En décembre 1980, peut-être l'un des cas les plus documentés de l'histoire des ovnis s'est produit dans la forêt de Rendlesham, près des bases aériennes jumelles de RAF Bentwaters et RAF Woodbridge en Angleterre. Ces bases, bien qu'officiellement britanniques, étaient utilisées par l'armée de l'air américaine et abritaient des armes nucléaires. Le sergent-chef James Penniston et l'aviateur John Burroughs furent envoyés pour enquêter sur des lumières étranges signalées dans la forêt entre les deux bases. Ce qu'ils découvrirent changea leur compréhension de la réalité. Penniston décrivit un objet triangulaire métallique d'environ 3 mètres de large à la base et 2 mètres de haut, posé silencieusement dans une clairière. La surface de l'objet était couverte de symboles étranges, semblables à des hiéroglyphes, qui semblaient luminescents.
Peniston, formé à l'identification d'aéronefs et aux procédures de sécurité nucléaire, s'approcha de l'objet et le toucha même, décrivant une surface chaude et lisse, comme du métal poli, mais pas tout à fait du métal. Il prit des notes détaillées et des croquis dans son carnet, documentant méticuleusement chaque détail qu'il observait. Burroughs, pendant ce temps, éprouva des symptômes physiques étranges, des picotements dans tout le corps et une sensation de temps manquant. Après environ 45 minutes d'observation, l'objet s'illumina brillamment et s'éleva silencieusement au-dessus des arbres avant de disparaître à une vitesse impossible. Le lendemain matin, une équipe d'investigation trouva 3 dépressions triangulaires dans le sol forestier où l'objet s'était apparemment posé, ainsi que des niveaux de radiation élevés mesurés avec des compteurs Geiger officiels. 2 nuits plus tard, des lumières étranges réapparurent dans la forêt. Cette fois, le colonel Charles Halt, commandant adjoint de la base, dirigea personnellement une équipe d'enquête. Halt, officier décoré avec plus de 28 ans de service militaire, enregistra ses observations en temps réel sur un magnétophone portable. Cet enregistrement, plus tard connu sous le nom de Halt Memo, captura des échanges dramatiques, alors que l'équipe observait des objets lumineux manœuvrant dans la forêt et au-dessus des installations de la base. Sur l'enregistrement, on peut entendre Halt décrire un objet en forme d'œil avec un centre rouge qui semble drainer de l'énergie et projeter des faisceaux de lumière vers le sol. À un moment donné, il s'exclame avec incrédulité « Il vient par ici, il vient vers nous maintenant ». L'enregistrement capture également des lectures de compteurs Geiger montrant des niveaux de radiation anormalement élevés dans certaines zones de la forêt. L'incident de Rendlesham fut exceptionnel non seulement par la qualité de ses témoins, des officiers supérieurs de l'armée de l'air avec des autorisations de sécurité au plus haut niveau, mais aussi par la quantité de preuves physiques et documentaires laissées derrière. En plus des témoignages de multiples témoins militaires, il y avait des mesures de radiation, des photographies des marques d'atterrissage, des enregistrements audio en temps réel et des rapports officiels détaillés. Pourtant, même avec cette documentation exceptionnelle, les autorités militaires britanniques et américaines adoptèrent une position de déni. Le ministère de la Défense britannique déclara que l'incident ne présentait aucune importance pour la défense et ne méritait pas d'enquête approfondie. Les témoins militaires furent transférés ou encouragés à garder le silence et les documents officiels furent classifiés pendant des décennies. Cette réaction institutionnelle révéla un schéma troublant. Même face à des preuves substantielles et à des témoins hautement crédibles, les structures militaires et gouvernementales semblaient incapables ou peu disposées à reconnaître officiellement la réalité de ces phénomènes. Cette résistance n'était pas simplement bureaucratique, elle suggérait une politique délibérée de suppression de l'information. L'un des aspects les plus intrigants de ces rencontres militaires était leur timing. Beaucoup se produisaient pendant des périodes de tensions géopolitiques élevées, la crise des missiles de Cuba, l'escalade de la guerre du Vietnam, les moments critiques de la guerre froide. Il était tentant de spéculer si ces phénomènes étaient attirés par les périodes de conflits humains ou s'ils surveillaient activement notre développement et déploiement d'armes de destruction massive. Le docteur Jacques Vallée, astrophysicien et informaticien respecté, développa ce qu'il appela la théorie du système de contrôle, suggérant que les phénomènes OVNI pourraient représenter une forme d'intelligence qui influence subtilement le développement de la civilisation humaine. Selon cette théorie, les rencontres ne sont pas des visites aléatoires, mais des interventions calculées, conçues pour modifier graduellement notre compréhension de notre place dans l'univers. Vallée nota que les rencontres OVNI suivaient souvent des motifs spécifiques. Elles se produisaient fréquemment près d'installations militaires sensibles, impliquaient souvent des témoins en position d'autorité ou d'influence, et laissaient généralement suffisamment d'ambiguïté pour éviter une confirmation définitive. Cette approche, suggérait-il, était cohérente avec un phénomène qui cherchait à influencer sans révéler complètement sa nature ou ses intentions. L'accumulation de ces cas militaires créa une situation paradoxale. D'un côté, les preuves suggéraient fortement la réalité de phénomènes aériens inexpliqués présentant des capacités technologiques avancées. De l'autre, l'absence de reconnaissance officielle maintenait ces événements dans un domaine d'incertitude et de spéculation. Cette ambiguïté même servait peut-être un objectif, permettant à ces phénomènes de continuer leurs activités sans déclencher de réactions paniques ou militaires massives. Cependant, pour les témoins militaires qui avaient vécu ces rencontres, l'ambiguïté officielle était une source de frustration profonde.
Beaucoup étaient des hommes et des femmes de carrière, formés à observer et à rapporter avec précision, qui se trouvaient dans la position inconfortable de nier publiquement ce qu'ils avaient vu de leurs propres yeux. Cette dissonance cognitive, maintenue pendant des décennies, créa une tension psychologique considérable pour de nombreux témoins. Au fil des ans, certains de ces témoins militaires ont commencé à briser leur silence, particulièrement après leur retraite, lorsque les menaces de sanctions professionnelles devenaient moins pertinentes. Leurs révélations tardives, bien que courageuses, soulevèrent de nouvelles questions sur l'étendue de ce qui avait été caché et sur les raisons de cette dissimulation prolongée. Ces témoignages militaires formaient une fondation solide pour comprendre la nature systématique et mondiale des phénomènes OVNI. Il démontrait que, quelles que soient les explications ultimes de ces événements, ils représentaient un phénomène réel, persistant et apparemment intelligent qui méritait une investigation scientifique sérieuse plutôt qu'un déni bureaucratique. L'émergence de témoins militaires prêts à rompre leur silence après des décennies de secrets officiels marqua un tournant crucial dans l'histoire des phénomènes aériens non identifiés. Ces hommes et femmes qui avaient consacré leur vie au service de leur pays et à la protection de ses secrets les plus sensibles commencèrent à parler non par désir de célébrité ou de gains financiers, mais par un sentiment profond qu'il était de leur devoir de révéler la vérité sur ce qu'ils avaient vécu. En septembre 2010, le National Press Club de Washington, D.C. accueillit une conférence de presse qui allait secouer les fondements du secret gouvernemental autour des OVNI. Organisée par l'historien et chercheur Robert Hastings, cette conférence réunit 7 anciens officiers de l'armée de l'air américaine, tous témoins directs d'incidents OVNI dans des installations d'armes nucléaires. Ces hommes, avec un total combiné de plus de 150 ans de service militaire, prirent la décision collective de révéler ce qu'ils avaient gardé secret pendant des décennies. Le capitaine Robert Salas, que nous avons déjà rencontré lors de l'incident de Malmstrom, se tenait devant les caméras du monde entier et décrivit avec une précision clinique ce qui s'était passé cette nuit de mars 1967. Sa voix restait ferme malgré l'émotion évidente de révéler enfin ce secret longtemps gardé. Un objet lumineux rouge-orange d'environ 10 mètres de diamètre planait juste au-dessus de notre portail d'entrée principal. Pendant que cet objet était présent, nous avons perdu tous nos missiles nucléaires. 10 missiles Minuteman sont devenus inopérants. À côté de lui se tenait le colonel Charles Halt, l'officier qui avait dirigé l'enquête sur l'incident de la forêt de Rendlesham. Halt, maintenant âgé de 70 ans, avait gardé le silence pendant 30 années sur ce qui restait l'un des cas d'OVNI les mieux documentés de l'histoire. « Ce que j'ai vu cette nuit-là, déclara-t-il aux journalistes assemblés, défie toute explication conventionnelle. Nous avons eu des contacts multiples avec des objets non identifiés qui démontraient des capacités technologiques dépassant tout ce que nous possédons. » Le sergent-chef Robert Jamison raconta son expérience à F.E. Warren, décrivant comment 8 missiles nucléaires sous sa responsabilité étaient simultanément tombés en panne pendant qu'un objet non identifié était observé au-dessus de la zone de lancement. « Je sais distinguer un avion d'un hélicoptère d'un ballon météorologique, expliqua-t-il. Ce que nos gardes ont vu cette nuit-là n'était aucune de ces choses. C'était quelque chose que nous ne comprenons pas. Ces révélations n'étaient pas des témoignages isolés de quelques individus troublés cherchant l'attention. Elles représentaient une brèche coordonnée dans un mur de silence qui avait duré plus d'un demi-siècle. Chaque officier présent avait détenu des autorisations de sécurité au plus haut niveau, avait été responsable de certains des systèmes d'armes les plus sensibles de leur nation et avait maintenu un silence professionnel exemplaire pendant des décennies. Le colonel Halt révéla des détails supplémentaires qui n'avaient jamais été rendus publics auparavant. Nous avons mesuré des niveaux de radiation significativement élevés dans les zones où ces objets avaient été observés, expliqua-t-il. Nous avons trouvé des marques d'atterrissage triangulaires dans le sol forestier et nous avons enregistré des observations visuelles multiples d'objets projetant des faisceaux de lumière vers nos zones de stockage d'armes. Ces révélations soulevèrent des questions troublantes sur la nature de la surveillance dont faisaient l'objet les arsenaux nucléaires mondiaux. Si ces témoignages étaient véridiques et la crédibilité des témoins rendait difficile de les rejeter, alors une intelligence inconnue surveillait activement et même interférait avec les armes les plus destructrices de l'humanité. Le docteur Robert Jacobs, maintenant professeur émérite, brisa également son silence sur l'incident de Vandenberg qu'il avait gardé secret pendant plus de 40 ans. J'ai été témoin de la destruction délibérée d'un missile balistique intercontinental américain en vol par un objet non identifié, déclara-t-il avec la gravité de quelqu'un révélant un secret d'État. Cette interaction fut filmée par nos caméras télescopiques haute vitesse.
et les films furent immédiatement confisqués et classifiés. Jacobs révéla que son supérieur lui avait explicitement ordonné de ne jamais discuter de ce qu'il avait vu, l'avertissant que des accidents pouvaient arriver à ceux qui parlèrent de sujets classifiés. Cette menace implicite, maintenue pendant des décennies, illustrait l'importance que les autorités militaires accordaient au maintien du secret autour de ces incidents. Au-delà des révélations américaines, des témoins militaires d'autres nations commencèrent également à parler. En France, le général Denis Letty, ancien pilote de chasse et commandant d'escadre, révéla que l'armée de l'air française avait documenté des centaines d'observations d'OVNI par du personnel militaire, incluant des cas où des objets non identifiés avaient été poursuivis par des intercepteurs sans succès. Nous avons eu des contacts radars multiples avec des objets présentant des performances de vol impossibles, expliqua Letty. Des accélérations instantanées, des virages à angle droit à haute vitesse et des vitesses dépassant plusieurs fois celles du son sans création de banque sonique. Ces caractéristiques dépassent toute technologie aéronautique connue. Le Royaume-Uni vit également émerger des témoins militaires de haut rang. Nick Pope, qui avait dirigé le bureau d'investigation des ovnis du ministère de la Défense britannique de 1991 à 1994, révéla l'existence d'une politique officielle de downplaying systématique des rapports d'ovnis, même ceux impliquant du personnel militaire hautement qualifié. Nous avions des instructions claires de traiter tous les rapports d'ovnis comme ayant des explications conventionnelles, même quand les preuves suggérèrent le contraire, expliqua Pope. Cette politique n'était pas basée sur une analyse scientifique des données, mais sur une décision bureaucratique de maintenir le status quo. Pope révéla des détails spécifiques sur des cas qui avaient été enterrés dans les archives classifiées. L'un impliquait un pilote de la Royal Air Force qui avait poursuivi un objet triangulaire au-dessus de la mer du Nord, obtenant un verrouillage radar sur un objet qui accéléra soudain à plus de 1000 miles par heure avant de disparaître des écrans. Le pilote était un officier expérimenté avec des milliers d'heures de vol, nota Pope. Il savait distinguer un avion d'un missile d'un phénomène météorologique. Ce qu'il a poursuivi cette nuit-là n'était aucune de ces choses. En Belgique, le général Wilfried de Brouwer révéla des détails supplémentaires sur la vague d'ovnis triangulaire de 1989 à 1990. Nous avons eu plus de 2600 témoins crédibles, expliqua-t-il. Nos F-16 ont obtenu des verrous radars sur ces objets, enregistrant des données de performance qui défiaient toute compréhension de l'aérodynamique. De Brouwer révéla que l'OTAN avait été informée des incidents et que plusieurs nations avaient partagé des données similaires d'objets triangulaires observés dans leur espace aérien. Ce n'était pas un phénomène isolé à la Belgique, précisa-t-il. C'était un événement coordonné, observé à travers l'Europe. Ces révélations de témoins militaires internationaux révélèrent que le phénomène OVNI était véritablement mondial et que les gouvernements de multiples nations avaient coordonné leurs efforts pour maintenir le secret. Cette coopération internationale dans la suppression d'informations suggérait que les implications de ces phénomènes étaient considérées comme suffisamment importantes pour transcender les rivalités géopolitiques normales. L'accumulation de témoignages militaires créa un effet de boule de neige. Plus d'officiers parlaient, plus d'autres se sentaient autorisés à révéler leurs propres expériences. Des pilotes de chasse décrivirent des rencontres avec des objets qui avaient joué avec leurs appareils. Des contrôleurs radars révélèrent des observations qu'ils avaient été forcés de classer comme phénomènes météorologiques. Et des techniciens en système d'armes rapportèrent des dysfonctionnements inexpliqués coïncidant avec des observations d'OVNI. Le sergent Karl Wolf, technicien en système photographique de l'armée de l'air, révéla qu'en 1965, alors qu'il travaillait sur des images du programme Lunar Orbiter à la base aérienne de Langley, il avait vu des photographies de la face cachée de la Lune montrant des structures qui apparaissaient artificielles. Il y avait des structures géométriques qui ne ressemblaient à rien de naturel, déclara Wolf. Mon collègue m'a dit que ces anomalies étaient sur plusieurs photographies. Bien que les affirmations de Wolf restaient difficiles à vérifier indépendamment, elles s'inscrivaient dans un pattern de révélation suggérant que les phénomènes OVNI pouvaient s'étendre au-delà de l'atmosphère terrestre. D'autres témoins militaires rapportèrent des observations d'objets non identifiés dans l'espace, détectés par des systèmes de surveillance par satellite et des installations de poursuite de missiles balistiques. Ces révélations cumulatives peignaient un tableau de phénomènes aériens non identifiés qui étaient non seulement réels, mais aussi systématiquement surveillés et documentés par les militaires du monde entier. L'existence de cette surveillance suggérait que les autorités gouvernementales prenaient ces phénomènes beaucoup plus au sérieux en priorité
privé qu'elle ne l'admettait publiquement. L'impact de ces révélations de témoins militaires ne se limitait pas à la communauté ufologique. Elles attirèrent l'attention de scientifiques respectés, de journalistes d'investigation et même de responsables politiques qui commencèrent à demander pourquoi des informations si significatives avaient été cachées au public pendant des décennies. Le courage de ces témoins militaires de risquer leur réputation et parfois leur sécurité financière pour révéler la vérité démontrait l'importance qu'ils accordaient à ce qu'ils avaient vécu. Ces hommes et femmes, formés à protéger les secrets nationaux, prirent la décision consciente que le public avait le droit de connaître cette information malgré les risques personnels et professionnels que cela comportait. Leurs témoignages collectifs formèrent un corpus de preuves qui ne pouvait plus être facilement ignoré ou ridiculisé. La crédibilité de ces témoins, leur formation professionnelle et la cohérence de leurs récits créèrent un fondement solide pour une réexamination sérieuse du phénomène OVNI par la communauté scientifique et politique mainstream. Les révélations courageuses de ces témoins militaires créèrent une pression politique irrésistible pour une reconnaissance officielle de ce qui avait été nié pendant des décennies. Cette pression culmina en 2017 avec la révélation de l'existence du programme d'identification de menaces aérospatiales avancées, un projet secret du Pentagone qui changea à jamais la façon dont le gouvernement américain parlait publiquement des phénomènes aériens non identifiés. L'histoire de ce programme extraordinaire commença en 2007, lorsque le sénateur démocrate du Nevada, Harry Reid, alors leader de la majorité au Sénat, approcha discrètement le Pentagone avec une proposition inhabituelle. Reid, influencé par son ami et contributeur politique Robert Bigelow, un entrepreneur milliardaire fasciné par les phénomènes aériens anormaux, proposa la création d'un programme d'études des OVNI financé par un budget noir de 22 millions de dollars sur 5 ans. Ce qui rendait cette proposition remarquable était son sérieux institutionnel. Reid ne proposait pas une étude marginale ou pseudo-scientifique, mais un programme de recherche rigoureux dirigé par des professionnels du renseignement et utilisant les ressources les plus avancées du Pentagone. Le programme, officiellement appelé le Programme d'identification de menaces aérospatiales avancées ou AATIP, selon son acronyme anglais, fut confié à Luis Elizondo, un officier de contre-espionnage expérimenté avec une formation en microbiologie et en immunologie. Elizondo, un homme méticuleux aux manières calmes, qui ressemblait plus à un professeur d'université qu'à un espion, aborda sa nouvelle mission avec le scepticisme professionnel d'un analyste de renseignement chevronné. Au début, je pensais que ce serait un travail facile, révéla-t-il plus tard. Je m'attendais à démystifier rapidement la plupart de ces rapports et à démontrer qu'ils avaient des explications conventionnelles. Ce que j'ai découvert m'a complètement changé. Le programme AATIP avait accès à des ressources que les chercheurs civils ne pouvaient que rêver d'avoir. Des données radars provenant de systèmes militaires classifiés, des enregistrements vidéo et audio de rencontres militaires, des rapports détaillés de pilotes avec des autorisations de sécurité au plus haut niveau et la capacité de mener des enquêtes approfondies utilisant les ressources de l'ensemble de la communauté du renseignement américain. Ce que l'équipe d'Elizondo découvrit au cours de ces 10 années d'existence défie les explications conventionnelles. Le programme documenta des centaines de cas d'objets non identifiés, démontrant des capacités technologiques qui dépassaient de loin tout ce qui était dans l'inventaire militaire américain ou de ses alliés. Plus troublante encore, ces objets semblaient surveiller activement les installations militaires les plus sensibles, en particulier celles liées aux armes nucléaires et aux nouvelles technologies. Un des cas les plus extraordinaires étudiés par AATIP était l'incident du USS Nimitz, que nous avons déjà exploré. Mais les enquêteurs du programme révélèrent des détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Les données radars du groupe de combat du Nimitz montraient que les objets non identifiés, il y en avait apparemment plusieurs, avaient été détectés de manière intermittente pendant plus d'une semaine avant la rencontre visuelle du commandant Fravor. Ces objets apparaissaient sur les écrans radars à 80 000 pieds d'altitude, descendaient rapidement au niveau de la mer en quelques secondes, restaient stationnaires pendant des heures, puis disparaissaient complètement des systèmes de détection. Les signatures radar suggéraient des objets de la taille d'un sous-marin, expliqua un analyste radar du Nimitz. Mais ils bougeaient d'une manière qu'aucun sous-marin ni aucun aéronef connu ne pourrait reproduire. L'analyse technique des données du Nimitz révéla des caractéristiques de performance qui violaient les lois connues de la physique aérodynamique.
L'objet, filmé par les systèmes d'armes du FA-18, effectuait des accélérations calculées à plus de 5000 G, suffisantes pour transformer tout matériau connu en plasma. Il ne présentait aucune signature thermique malgré des vitesses hypersoniques, ne créait aucun bang sonique audible et ne montrait aucun système de propulsion visible. Nous avons analysé ces données avec nos meilleurs physiciens et ingénieurs aéronautiques, révéla Elizondo. Leur conclusion était unanime. Ces performances dépassent toute technologie que nous comprenons actuellement. Si nous possédions cette technologie, elle révolutionnerait notre compréhension de la propulsion, de l'énergie et de la physique fondamentale. Le programme AATIP étudia également des incidents impliquant des interactions physiques entre des phénomènes aériens non identifiés et du personnel militaire. L'un des cas les plus troublants impliquait l'installation de Skinwalker Ranch dans l'Utah, une propriété de 500 acres acquise par Robert Bigelow pour l'étude de phénomènes anormaux. Des équipes scientifiques déployées sur le ranch documentèrent des observations répétées d'objets non identifiés, des dysfonctionnements d'équipements électroniques et même des effets physiologiques sur le personnel d'investigation. Le docteur Colm Kelleher, biochimiste dirigeant les recherches à Skinwalker Ranch, documenta des incidents où des membres de l'équipe développèrent des symptômes semblables à ceux de l'exposition aux radiations après des rencontres rapprochées avec des phénomènes non identifiés. Nous avons observé des élévations inexpliquées des globules blancs, des lésions cutanées inhabituelles et des troubles neurologiques temporaires, rapporta Kelleher. Ces effets suggéraient une exposition à une forme d'énergie que nous ne comprenons pas. Plus troublant encore, le programme AATIP découvrit des preuves que ces phénomènes semblaient réagir à l'attention humaine de manière apparemment intelligente. Dans de nombreux cas, les objets semblaient savoir qu'ils étaient observés, nota Elizondo. Ils modifiaient leur comportement en réponse à nos tentatives d'investigation, presque comme s'ils étaient conscients de notre surveillance. Cette apparente intelligence des phénomènes soulevait des questions profondes sur leur nature et leurs intentions. S'il s'agissait simplement de phénomènes naturels inconnus, pourquoi semblaient-ils réagir à l'observation humaine? S'il s'agissait de technologies d'origine humaine, pourquoi leurs opérateurs permettraient-ils leur détection par les systèmes militaires les plus avancés? Et s'il s'agissait de quelque chose d'autre entièrement, quelles étaient les implications pour la sécurité nationale et l'humanité en général? En octobre 2017, frustré par ce qu'il percevait comme un manque de sérieux de la part de la hiérarchie du Pentagone face à ces découvertes, Luis Elizondo démissionna de son poste et rendit publique l'existence du programme AATIP. Sa décision de briser le silence, coordonnée avec les journalistes d'investigation Ellen Cooper, Ralph Blumenthal et Leslie Kean du New York Times, créa un séisme dans la communauté du renseignement et changea à jamais le discours public sur les ovnis. L'article du New York Times, publié le 16 décembre 2017 sous le titre « Les pilotes de la Navy signalent des rencontres avec des objets volants non identifiés », accompagné de la publication de 3 vidéos authentifiées par le Pentagone, marqua un tournant historique. Pour la première fois depuis des décennies, un journal de référence traitait le sujet des OVNI avec le sérieux journalistique réservé aux questions de sécurité nationale les plus importantes. Les vidéos publiées, FLIR 1, Gimbal et Go Fast, montraient clairement des objets effectuant des manœuvres impossibles pour toute technologie connue. La vidéo Gimbal était particulièrement troublante, montrant un objet qui semblait tourner sur lui-même tout en maintenant sa vitesse et sa direction, défiant les principes de base de l'aérodynamique. Sur l'enregistrement audio accompagnant la vidéo, on peut entendre les pilotes exprimer leur incrédulité. « Regarde cette chose, mec !» s'exclame l'un d'eux. « Mon Dieu, ils volent tous en formation. » Un autre pilote demande « C'est un drone ?» La réponse vient immédiatement. « Non, ce n'est pas possible. Il y a toute une flotte d'entre eux. » Regarde sur l'écran d'affichage de situation aérienne. Ces enregistrements capturaient l'étonnement authentique de pilotes militaires expérimentés confrontés à quelque chose qui dépassait leur compréhension. Ces hommes, formés à identifier tous les types d'aéronefs dans l'inventaire mondial, ne pouvaient classifier ce qu'ils observaient dans aucune catégorie connue. La réaction officielle du Pentagone aux révélations fut remarquable par son ton mesuré mais significatif. Plutôt que de nier l'authenticité des vidéos ou de ridiculiser les témoins, les porte-paroles militaires confirmèrent que les vidéos montraient effectivement des phénomènes aériens non identifiés qui faisaient l'objet d'investigations en cours. Cette reconnaissance officielle représentait un changement fondamental dans la position gouvernementale. Après 70 ans de déni et de désinformation, l'establishment militaire américain admettait publiquement que des objets non identifiés avec des capacités technologiques avancées opéraient dans l'espace aérien américain
américain et défignait une présence continue. La révélation du programme AATIP ouvrit les vannes à d'autres révélations. Christopher Mellon, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense pour le renseignement, révéla qu'il avait été l'une des sources ayant fourni les vidéos au New York Times. Mellon, qui avait occupé des postes de sécurité nationale sous les administrations Clinton et Bush, expliqua qu'il avait pris cette décision après avoir été frustré par l'inaction bureaucratique face à ces découvertes. Le public américain a le droit de connaître cette information, déclara Mellon. Nous avons la preuve que des objets non identifiés avec des capacités technologiques avancées opèrent dans notre espace aérien. Cette réalité a des implications pour notre sécurité nationale, notre compréhension de la physique et potentiellement notre place dans l'univers. Les révélations d'AATIP catalysèrent également une nouvelle vague de témoignages de pilotes militaires qui s'étaient précédemment tus par crainte de répercussions sur leur carrière. Le lieutenant Ryan Graves, pilote de FA-18 avec plus de 10 ans d'expérience, révéla que son escadron avait observé des objets non identifiés tous les jours pendant plus de 2 ans au large de la côte est des États-Unis. Ces objets étaient là-haut tout le temps, expliqua Graves. Nous les voyons sur nos radars, sur nos systèmes infrarouges, parfois visuellement. Ils restaient stationnaires dans des vents de 60 à 80 nœuds et pouvaient accélérer à des vitesses hypersoniques. Graves décrivit un incident particulièrement troublant où un objet non identifié passa entre 2 FA-18 en formation, manquant une collision de quelques mètres seulement. L'émergence de ces témoignages de pilotes contemporains, combinés aux révélations historiques de témoins militaires retraités, créa un tableau cohérent d'un phénomène persistant et généralisé que les autorités avaient systématiquement caché au public. Cette révélation souleva des questions fondamentales sur la démocratie, la transparence gouvernementale et le droit du public à connaître des informations qui pourraient fondamentalement changer notre compréhension de la réalité. Les révélations du programme AATIP et les témoignages de pilotes contemporains créèrent un momentum politique qui ne pouvait plus être ignoré. En juin 2023, le Congrès américain tint sa première audience publique sur les phénomènes aériens non identifiés en plus de 50 ans. Cette audience, diffusée en direct et regardée par des millions de personnes dans le monde, marqua un moment historique où le sujet des OVNI quitta définitivement les marges de la culture populaire pour entrer dans les couloirs du pouvoir politique mainstream. L'audience fut dirigée par les représentants André Carson de l'Indiana et Rick Crawford de l'Arkansas, membres respectés du sous-comité de contre-espionnage, antiterrorisme et contre-prolifération du comité permanent du renseignement de la Chambre. Leur approche était mesurée mais sérieuse, traitant le sujet non pas comme une curiosité de science-fiction, mais comme une question légitime de sécurité nationale méritant une investigation rigoureuse. Les témoins principaux étaient Ronald Moultrie, sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité, et Scott Bray, directeur adjoint du renseignement naval. Ces hommes, représentant les plus hauts échelons de l'establishment de sécurité nationale américain, s'exprimaient publiquement sur les ovnis pour la première fois dans l'histoire moderne, signalant un changement fondamental dans la position officielle du gouvernement. Bray révéla que depuis 2019, le gouvernement avait collecté plus de 400 rapports de phénomènes aériens non identifiés de la part de personnel militaire. « Nous voulons savoir ce qui se trouve là-haut autant que vous », déclara-t-il aux membres du Congrès. Nous avons une obligation envers le peuple américain de comprendre ce qui vole dans notre espace aérien. L'un des moments les plus dramatiques de l'audience fut la présentation d'une nouvelle vidéo, jamais vue auparavant par le public. Cette vidéo, capturée par un système d'observation navale, montrait un objet sphérique non identifié passant rapidement devant la caméra. Bray expliqua que malgré une analyse extensive, l'objet n'avait pu être identifié ou expliqué par des moyens conventionnels. Cet objet n'a été vu que pendant une fraction de seconde, expliqua Bray. Nos analystes ont examiné cette vidéo image par image et ils ne peuvent déterminer ce que c'est. Il ne correspond à aucun aéronef connu dans notre inventaire ou celui de nos adversaires potentiels. Les membres du Congrès posèrent des questions directes et parfois provocantes. Le représentant Carson demanda spécifiquement si certains de ces phénomènes pouvaient représenter des technologies d'origine non humaine. La réponse de Moultrie fut prudente mais significative. Nous ne pouvons exclure aucune hypothèse à ce stade. Notre objectif est de rassembler des données et de suivre la science où qu'elle nous mène. Cette formulation diplomatique, nous ne pouvons exclure aucune hypothèse,
marquait la première fois qu'un représentant officiel du gouvernement américain admettait publiquement que l'origine non humaine de ces phénomènes était considérée comme une possibilité légitime par les agences de renseignement. L'audience révéla également l'existence du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, le successeur officiel du programme AATIP. Ce groupe, dirigé conjointement par la Navy et le FBI, disposait d'un mandat élargi pour enquêter sur tous les aspects des phénomènes aériens inexpliqués, incluant leurs implications potentielles pour la sécurité nationale et la sécurité aérienne. Bray révéla que ce groupe avait développé un nouveau système de collecte de données permettant aux pilotes militaires de signaler leurs observations d'OVNI sans crainte de répercussions sur leur carrière. « Nous avons éliminé la stigmatisation », expliqua-t-il. Nos aviateurs savent maintenant qu'ils peuvent signaler ce qu'ils voient sans que cela affecte négativement leur carrière ou leur réputation. Cette déclaration représentait un renversement complet de la politique qui avait prévalu pendant des décennies, pendant la guerre froide et même après. Les pilotes militaires qui signalaient des observations d'OVNI risquaient des évaluations psychiatriques, des rétrogradations ou même la fin de leur carrière. Cette nouvelle approche reconnaissait que la stigmatisation avait empêché la collecte de données cruciales sur un phénomène potentiellement important pour la sécurité nationale. L'audience aborda également les implications technologiques de ces observations. Le représentant Mike Gallagher du Wisconsin posa une question directe sur les capacités observées. Si ces objets peuvent effectuer les manœuvres décrites dans vos rapports, des accélérations instantanées, des virages à angle droit à haute vitesse, cela ne représenterait-il pas une révolution dans notre compréhension de la propulsion et de l'énergie? La réponse de Moultrie fut révélatrice. Congressiste, si nous pouvions comprendre et reproduire ces capacités, cela transformerait effectivement notre compréhension de la physique et de l'ingénierie. C'est précisément pourquoi nous prenons ces rapports si au sérieux. Cette admission que les phénomènes observés démontraient des capacités révolutionnaires d'un point de vue technologique ajoutait une nouvelle dimension à leur importance. Il ne s'agissait plus simplement de curiosités inexpliquées, mais de phénomènes pouvant avoir des implications transformatrices pour la science et la technologie humaine. L'audience révéla également que le gouvernement collaborait avec des institutions académiques et de recherche privées pour analyser les données collectées. L'université Harvard, l'Institut de technologie du Massachusetts et plusieurs laboratoires nationaux participaient à l'effort d'analyse, apportant une expertise scientifique rigoureuse à l'investigation de ces phénomènes. Le professeur Avi Loeb de Harvard, présent comme consultant expert, expliqua son approche scientifique de la question. Nous devons appliquer la méthode scientifique standard à ces observations. Si les données suggèrent des phénomènes inexpliqués par nos théories actuelles, alors nous devons être prêts à réviser nos théories ou à considérer des explications nouvelles. Loeb révéla également que son projet Galileo, financé par des donations privées, avait commencé à déployer des instruments de détection avancés spécifiquement conçus pour identifier et analyser les phénomènes aériens anormaux. Nous utilisons des télescopes, des caméras haute résolution, des détecteurs infrarouges et des systèmes radars pour créer une surveillance continue du ciel, expliqua-t-il. L'audience aborda la question délicate de la transparence et du secret gouvernemental. Plusieurs membres du Congrès exprimèrent leur frustration concernant les aspects classifiés de l'enquête sur les OVNI. Le représentant Tim Burchett du Tennessee déclara « Le peuple américain a le droit de connaître la vérité. Nous ne pouvons pas continuer à cacher ces informations sous prétexte de sécurité nationale. » Moultrie répondit en expliquant que certains détails devaient rester classifiés pour protéger les capacités de collecte de renseignements et les méthodes d'investigation. Cependant, il s'engagea à déclassifier et révéler autant d'informations que possible sans compromettre la sécurité nationale. Notre objectif est la transparence maximale compatible avec nos obligations de sécurité, promit-il. Nous reconnaissons que la crédibilité de notre effort dépend de notre volonté de partager nos découvertes avec le public américain. L'audience révéla également des informations troublantes sur les interactions entre les phénomènes non identifiés et les installations nucléaires. Bien que les détails spécifiques restent classifiés, Bray confirma que le gouvernement continuait d'enquêter sur des incidents impliquant des observations d'objets non identifiés près d'installations sensibles.
Cette confirmation officielle des rapports qui avaient circulé pendant des décennies dans la communauté ufologique valida les témoignages d'anciens officiers militaires comme Robert Salas et Charles Halt. Leurs révélations, autrefois rejetées comme des témoignages isolés, étaient maintenant implicitement confirmées par les plus hauts représentants de l'establishment de sécurité nationale. L'audience aborda également les rapports internationaux. Bray révéla que les États-Unis partageaient des informations avec les Alliés et recevaient des rapports similaires de sources militaires du monde entier. Nous ne sommes pas les seuls à observer ces phénomènes, admit-il. C'est un phénomène mondial qui nécessite une coopération internationale pour être pleinement compris. Cette reconnaissance de la nature internationale du phénomène ajoutait une nouvelle dimension à son importance. Si les observations étaient limitées aux États-Unis, on pourrait spéculer sur des programmes militaires secrets américains ou des erreurs d'interprétation culturellement spécifiques. Mais l'admission que des phénomènes similaires étaient observés mondialement suggérait quelque chose de plus fondamental et de plus mystérieux. Vers la fin de l'audience, le représentant Carson posa la question qui était dans l'esprit de tous les observateurs. Sur la base des preuves que vous avez examinées, quelle est votre évaluation de la probabilité que certains de ces phénomènes représentent des technologies non humaines? La réponse de Moultrie fut mesurée mais historique. Congressistes, nous examinons toutes les hypothèses. Nous ne privilégions aucune explication particulière au détriment des autres. Notre engagement est de suivre les données objectives où qu'elles nous mènent, même si les conclusions s'avèrent inconfortables ou défient nos présuppositions actuelles. Cette réponse, bien que diplomatiquement formulée, représentait un moment révolutionnaire. Pour la première fois dans l'histoire moderne, les plus hauts représentants du gouvernement américain admettaient publiquement que l'origine non humaine de certains phénomènes aériens observés était considérée comme une possibilité légitime méritant une investigation sérieuse. L'audience se termina avec l'engagement du Congrès de continuer sa surveillance et son investigation de ces phénomènes. Carson annonça que des audiences de suivi seraient programmées et que des rapports réguliers seraient exigés des agences concernées. « Ce n'est que le début », déclara-t-il. « Le peuple américain mérite des réponses et nous continuerons à chercher jusqu'à ce que nous les obtenions. » Cette audience historique marqua un tournant définitif dans la façon dont les institutions gouvernementales et la société en général abordèrent la question des phénomènes aériens non identifiés. Ce qui avait été marginalisé pendant des décennies était maintenant au centre de l'attention politique et scientifique mainstream, ouvrant une nouvelle ère d'investigation officielle et de débat public sur l'une des questions les plus profondes auxquelles l'humanité puisse faire face. Le momentum créé par l'audience historique du Congrès catalysa une transformation profonde dans la communauté scientifique mondiale. Des chercheurs qui avaient évité ce domaine pendant des décennies, craignant pour leur réputation académique, commencèrent à s'engager publiquement dans l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Cette légitimisation scientifique marqua le début d'une nouvelle ère de recherche rigoureuse, appliquant les méthodes les plus avancées de la physique moderne, de l'astronomie et de l'ingénierie aérospatiale à des questions qui avaient été reléguées aux marges de la science pendant trop longtemps. Le professeur Avi Loeb de l'université Harvard émergea comme la figure la plus visible de cette nouvelle approche scientifique. Loeb, ancien président du département d'astronomie de Harvard et directeur de l'Institut d'astrophysique théorique Harvard-Smithsonian, apporta une crédibilité académique incontestable au domaine. Son projet Galileo, lancé en juillet 2021 avec un financement initial de 2 millions de dollars, représentait la première tentative systématique d'appliquer l'instrumentation scientifique de pointe à la détection et à l'analyse des phénomènes aériens anormaux. Nous abordons cette recherche avec le même rigueur scientifique que nous appliquons à l'étude des exoplanètes ou des trous noirs, expliqua Loeb lors du lancement du projet. Si des objets technologiques d'origine non humaine visitent notre système solaire, nous devons les détecter et les étudier. C'est notre responsabilité en tant que scientifiques. Le projet Galileo déployait un réseau d'observatoires automatisés équipés de télescopes optiques haute résolution, de caméras infrarouges, de détecteurs radars et de systèmes de spectrométrie avancés. Ces instruments, calibrés pour détecter des objets présentant des signatures anormales, absence de signature thermique à haute vitesse, manœuvres défiant les lois connues de l'aérodynamique ou compositions matérielles inconnues, fonctionnaient 24 heures sur 24. Créant une surveillance continue et systématique du ciel. L'approche de Loeb était délibérément provocatrice. En 2017, il avait proposé que l'objet interstellaire Oumuamua, le premier visiteur confirmé d'un autre système stellaire, pourrait être d'origine artificielle plutôt que naturelle.
Cette hypothèse, basée sur l'accélération anormale de l'objet qui ne pouvait être expliquée par la sublimation de glace comme pour les comètes normales, avait provoqué une controverse scientifique majeure. Oumuamua présentait des caractéristiques que nous n'avions jamais observées dans aucun objet naturel, expliquait Loeb. Sa forme extrêmement allongée, son absence de queue cométaire et son accélération non gravitationnelle suggéraient qu'il pourrait s'agir d'un artefact technologique, peut-être une voile solaire abandonnée d'une civilisation extraterrestre. Cette proposition audacieuse divisa la communauté astronomique. Ses détracteurs arguaient que des explications naturelles, bien qu'improbables, devaient être privilégiées par le rasoir d'Occam. Ses partisans soulignaient que la science progresse souvent en considérant sérieusement des hypothèses initialement considérées comme radicales. La controverse autour de Oumuamua révéla les biais conservateurs profondément enracinés dans la science académique. Nous cherchons activement des biosignatures sur des exoplanètes distantes, observa Loeb, mais quand un objet potentiellement artificiel traverse notre propre système solaire, nous évitons de considérer cette possibilité. C'est une asymétrie intellectuelle troublante. Parallèlement aux efforts de Harvard, d'autres institutions prestigieuses commencèrent leur propre programme de recherche. L'université Stanford lança une initiative dirigée par le professeur Gary Nolan, un immunologiste renommé qui appliquait ses compétences en analyse de données et en microscopie avancée à l'étude de matériaux prétendument associés au phénomène OVNI. Nolan révéla que son laboratoire analysait des échantillons métalliques récupérés sur des sites d'observation d'OVNI utilisant la spectrométrie de masse, la microscopie électronique et l'analyse isotopique pour déterminer leur composition et origine. Nous avons trouvé des matériaux avec des rapports isotopiques qui ne correspondent à aucun processus naturel connu sur Terre, révéla-t-il lors d'une conférence scientifique. Ces matériaux semblent avoir été produits par des processus industriels utilisant des techniques que nous ne maîtrisons pas actuellement. Ces découvertes, bien que préliminaires et nécessitant une validation indépendante, suggéraient que certains incidents d'OVNI pouvaient avoir laissé des traces physiques analysables scientifiquement. Si confirmées, ces analyses matérielles pourraient fournir les premières preuves tangibles de technologies non humaines. L'Institut de recherche sur l'intelligence extraterrestre, SETI, traditionnellement focalisé sur la détection de signaux radio de civilisations lointaines, élargit également sa mission pour inclure la recherche de technosignatures dans notre propre système solaire. Le docteur Seth Shostak, astronome senior du SETI, expliqua ce changement d'approche. Si des civilisations avancées nous rendent visite, elles utilisent probablement des technologies que nous ne comprenons pas encore. Nous devons élargir nos méthodes de détection au-delà des signaux radio traditionnels. Cette évolution du SETI était particulièrement significative, car cette organisation avait historiquement maintenu une distinction claire entre la recherche d'intelligence extraterrestre lointaine, considérée comme respectable scientifiquement, et l'étude des OVNI, traditionnellement rejetée comme pseudo-scientifique. Cette convergence des approches suggérait une reconnaissance croissante que la recherche d'intelligence non humaine, qu'elle soit lointaine ou locale, méritait la même rigueur scientifique. En Europe, l'Agence spatiale européenne lança discrètement un programme d'observation des objets spatiaux anormaux, dirigé par le Centre européen des opérations spatiales en Allemagne. Ce programme, officiellement présenté comme une extension de la surveillance des débris spatiaux, incluait la détection d'objets présentant des trajectoires ou des caractéristiques inhabituelles. Le docteur Marco Micheli, astronome responsable du programme, révéla que leur système avait détecté des objets se déplaçant selon des trajectoires qui ne correspondaient à aucun objet artificiel répertorié ou phénomène naturel connu. Nous observons occasionnellement des objets qui semblent défier nos modèles orbitaux standards, admit-il prudemment. Ces détections méritent une investigation plus approfondie. La transformation la plus remarquable se produisit peut-être au sein de la communauté de la physique théorique. Des physiciens respectés commencèrent à publier des analyses théoriques des capacités observées dans les rapports d'OVNI, explorant les mécanismes physiques possibles derrière des phénomènes comme l'accélération instantanée, les virages à angle droit à haute vitesse et l'absence de signature thermique. Le professeur Jack Sarfati, physicien théoricien spécialisé dans la mécanique quantique, proposa que les technologies observées pourraient utiliser des principes de la physique quantique que nous commençons seulement à comprendre. Les effets de manipulation de l'espace-temps prédits par la relativité générale d'Einstein pourraient permettre des formes de propulsion qui sembleraient magiques selon notre compréhension actuelle, expliqua-t-il.
Sarfati et d'autres physiciens théoriciens explorèrent des concepts comme les trous de verre traversables, la manipulation de l'énergie du vide quantique et les effets de distorsion de l'espace-temps qui pourraient permettre un voyage plus rapide que la lumière sans violer les lois fondamentales de la physique. Ces théories, bien que hautement spéculatives, offraient des frameworks conceptuels pour comprendre comment des technologies suffisamment avancées pourraient réaliser les performances observées. L'engagement de physiciens théoriciens respectés légitima l'étude scientifique des phénomènes OVNI d'une manière sans précédent. Leurs publications dans des revues à comité de lecture démontrèrent que l'analyse de ces phénomènes pouvait générer de nouvelles questions scientifiques légitimes sur la nature de la réalité physique. La National Academy of Science des États-Unis, la plus prestigieuse institution scientifique du pays, organisa un symposium privé sur les phénomènes aériens anormaux et leurs implications pour la physique fondamentale. Ce symposium, tenu à huis clos avec seulement des scientifiques invités, marqua la première fois que cette institution séculaire reconnaissait officiellement que les phénomènes OVNI méritaient une attention scientifique sérieuse. Les détails du symposium restèrent confidentiels, mais des fuites suggérèrent que les discussions avaient été remarquablement ouvertes et que plusieurs participants étaient genuinely intrigués par les implications des données présentées. Un participant anonyme révéla « Nous avons examiné des cas avec une documentation exceptionnelle qui défie vraiment nos modèles physiques actuels. Il était impossible de les rejeter comme des erreurs d'observation ou de la désinformation. » Cette légitimisation scientifique progressive créa un effet de boule de neige. Des chercheurs juniors, voyant que des figures respectées s'engagèrent dans ce domaine sans subir de préjudice professionnel, commencèrent à proposer leurs propres projets de recherche. Des programmes d'études supérieures commencèrent à accepter des thèses sur les aspects techniques des phénomènes aériens anormaux. L'Université de Californie à Davis lança un programme interdisciplinaire combinant l'aérospatiale, la physique et l'informatique pour analyser les rapports d'OVNI en utilisant l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Ce programme, dirigé par le professeur Robert Powell, ancien ingénieur de la NASA, utilisait des algorithmes sophistiqués pour identifier des patterns dans les témoignages et détecter des corrélations que l'analyse humaine pourrait manquer. « Nous traitons des milliers de rapports comme des données scientifiques objectives », expliqua Powell. Notre IA peut identifier des patterns subtils dans les observations, géographiques, temporels, comportementaux, qui révèlent la structure sous-jacente de ces phénomènes. Les résultats préliminaires de cette analyse par intelligence artificielle révélèrent des patterns troublants. Les observations se concentraient autour d'installations militaires sensibles, suivaient des cycles temporels non aléatoires et présentaient des caractéristiques comportementales suggérant une intelligence directrice. Ces patterns étaient si statistiquement significatifs qu'ils ne pouvaient être attribués au hasard ou à des biais d'observation. Parallèlement, l'industrie privée commença à investir dans la recherche sur les phénomènes aériens anormaux. Lockheed Martin, Boeing et d'autres géants de l'aérospatiale établirent discrètement des divisions de recherche dédiées à l'analyse des technologies observées dans les rapports d'OVNI. Ces efforts, bien que largement confidentiels, suggéraient que l'industrie reconnaissait le potentiel de percées technologiques révolutionnaires. Robert Bigelow, l'entrepreneur milliardaire qui avait financé une partie du programme A-Type, révéla que ces entreprises avaient récupéré et analysé des matériaux de technologies avancées provenant de sites d'incidents d'OVNI. Bien qu'il refuse de révéler des détails spécifiques, citant des accords de confidentialité avec des agences gouvernementales, il confirma que certains matériaux présentèrent des propriétés qui défiaient l'explication conventionnelle. Cette confluence de recherche académique, gouvernementale et industrielle créa un momentum sans précédent pour une compréhension scientifique des phénomènes OVNI. Pour la première fois depuis les années 1950, la question de l'origine de ces phénomènes était abordée avec les outils les plus sophistiqués de la science moderne et avec la participation des institutions les plus prestigieuses du monde. Cependant, cette nouvelle légitimité scientifique apportait aussi de nouveaux défis. Les standards de preuve scientifiques sont beaucoup plus élevés que ceux des témoignages anecdotiques. Les phénomènes devaient être reproductibles, mesurables et vérifiables indépendamment pour satisfaire aux critères de la méthode scientifique rigoureuse. Cette tension entre la nature élusive des phénomènes OVNI et les exigences de la science empirique définit le défi central de cette nouvelle ère de recherche. Les scientifiques devaient développer de nouvelles méthodologies pour étudier des phénomènes qui semblaient intelligents, adaptatifs et peut-être intentionnellement évasifs.
des caractéristiques qui résistaient aux approches scientifiques traditionnelles conçues pour étudier des phénomènes naturels prévisibles. Cette tension entre la méthode scientifique traditionnelle et la nature apparemment intelligente des phénomènes observés força les chercheurs à développer des approches méthodologiques entièrement nouvelles. L'un des défis les plus intrigants était que ces phénomènes semblaient réagir à l'observation humaine, modifiant leur comportement en présence de témoins ou d'instruments de mesure. Cette caractéristique, si elle était confirmée, suggérait une forme de conscience ou d'intelligence qui compliquait considérablement toute tentative d'étude objective. Le docteur Jacques Vallée, l'informaticien et astrophysicien franco-américain qui avait inspiré le personnage du scientifique français dans le film Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, développa ce qu'il appelait la théorie du système de contrôle pour expliquer cette apparente intelligence des phénomènes. Vallée, qui avait étudié plus de 3000 cas d'OVNI au cours de sa carrière de 50 ans, proposait que ces phénomènes pourraient représenter une forme de technologie conçue pour influencer subtilement le développement de la conscience humaine. Ce que nous observons n'est peut-être pas simplement des visiteurs d'autres planètes, expliquait Vallée dans ses conférences universitaires. Nous pourrions être témoins d'un système de contrôle sophistiqué, conçu pour modifier graduellement notre compréhension de la réalité et notre place dans l'univers. Les rencontres ne sont pas aléatoires, elles suivent des patterns spécifiques, se produisent à des moments critiques et laissent derrière elles juste assez d'ambiguïté pour éviter une confirmation définitive. Cette théorie du système de contrôle résonnait avec les observations d'autres chercheurs qui avaient noté des patterns étranges dans les données d'OVNI. Les rencontres semblaient suivre des cycles, se concentrer autour d'événements historiques importants et impliquer souvent des témoins en position d'influence, pilotes militaires, scientifiques, responsables gouvernementaux. Cette sélectivité apparente dans le choix des témoins suggérait une stratégie délibérée plutôt que des contacts accidentels. Le professeur John Mack de la Harvard Medical School, psychiatre respecté et ancien chef du département de psychiatrie de l'hôpital Cambridge, avait développé une perspective similaire basée sur ses études de personnes affirmant avoir eu des rencontres rapprochées avec des intelligences non humaines. Mack, qui avait initialement abordé ces cas avec le scepticisme d'un clinicien formé, était devenu convaincu de leur réalité après avoir interviewé plus de 200 témoins sur une période de 10 ans. Ces expériences transforment profondément ceux qui les vivent, observait Mack. Les témoins développent souvent une conscience écologique accrue, une perspective spirituelle élargie et une préoccupation profonde pour l'avenir de l'humanité. Si ces rencontres sont réelles, elles semblent conçues pour catalyser une évolution de la conscience humaine. Les travaux de Mack, bien que controversés au sein de la communauté psychiatrique traditionnelle, révélaient un aspect des phénomènes ovnis souvent négligé par les analyses purement techniques, leur impact psychologique et transformationnel sur les témoins. Cette dimension suggérait que ces phénomènes, quels qu'ils soient, avaient des effets mesurables sur la conscience humaine qui méritaient une étude scientifique sérieuse. L'analyse par intelligence artificielle dirigée par l'équipe de l'Université de Californie à Davis commençait également à révéler des patterns troublants dans les données globales d'OVNI. Leurs algorithmes d'apprentissage automatique, entraînés sur des décennies de rapports provenant de sources militaires et civiles du monde entier, identifiaient des corrélations que l'analyse humaine traditionnelle avait manquées. L'une des découvertes les plus significatives était une corrélation statistique forte entre les observations d'OVNI et les périodes de développement technologique rapide. Les pics d'activité OVNI coïncidaient avec l'introduction de nouvelles technologies militaires, les tests d'armes nucléaires, les lancements de programmes spatiaux et même les développements en intelligence artificielle et informatique quantique. Il semble y avoir une surveillance délibérée de notre développement technologique, révéla le professeur Powell lors d'une conférence scientifique. L'activité OVNI augmente significativement chaque fois que nous franchissons un nouveau seuil technologique, particulièrement dans des domaines liés à l'énergie, la propulsion ou les communications. Cette corrélation était si statistiquement robuste qu'elle ne pouvait être attribuée au hasard. Elle suggérait soit que les phénomènes OVNI étaient attirés par notre développement technologique, soit qu'ils étaient impliqués d'une manière ou d'une autre dans son guidage. Cette possibilité soulevait des questions profondes sur l'autonomie du progrès technologique humain. Une autre découverte troublante de l'analyse par IA était la détection de ce que les chercheurs appelaient des event clusters, des concentrations géographiques et temporelles d'observation OVNI qui semblaient coordonnées.
Ces clusters se produisaient souvent simultanément dans différentes parties du monde, suggérant une coordination globale qui défiait l'explication par des phénomènes naturels ou des erreurs d'observation locales. Nous observons des patterns d'activité qui suggèrent une intelligence organisatrice, expliquait Powell. Ce ne sont pas des événements aléatoires ou des erreurs d'interprétation. Il y a une structure, une logique sous-jacente que nous commençons seulement à percevoir. L'émergence de ces patterns sophistiqués força la communauté scientifique à confronter une possibilité dérangeante. Si ces phénomènes représentaient effectivement une forme d'intelligence non humaine, alors l'humanité était peut-être sous observation depuis bien plus longtemps qu'elle ne le réalisait. Cette surveillance, si elle existait, pourrait s'étendre sur des siècles ou même des millénaires, représentant une étude à long terme de l'espèce humaine et de son développement. Cette perspective historique élargie encouragea une nouvelle branche de recherche, l'archéologie des OVNI. Des chercheurs commencèrent à examiner des textes historiques, des œuvres d'art anciennes et des traditions orales à la recherche de preuves d'observation d'objets aériens anormaux dans le passé. Ce qu'ils découvrirent était troublant dans sa cohérence. Le professeur Roberto Pinotti, historien italien spécialisé dans l'art de la Renaissance, révéla que de nombreuses peintures religieuses de cette période contenaient des objets dans le ciel qui ne correspondaient à aucun phénomène naturel ou symbolisme religieux connu. Ces artistes peignaient ce qu'ils observaient, expliquait Pinotti. Leurs représentations d'objets métalliques discoïdes dans le ciel sont remarquablement cohérentes avec les descriptions modernes d'OVNI. L'analyse de manuscrits médiévaux révéla des centaines de références à des boucliers ardents volant dans le ciel, souvent observés par de multiples témoins et décrits avec des détails qui correspondaient aux caractéristiques des observations modernes. Ces contes historiques, provenant de cultures et d'époques différentes, présentaient une cohérence troublante qui suggérait la description d'un phénomène réel et persistant. En Chine, l'analyse des archives impériales révéla des milliers de rapports d'objets volants, remontant sur plus de 2000 ans. Ces rapports, rédigés par des fonctionnaires impériaux formés à l'observation astronomique, décrivaient des objets présentant des comportements de vol impossibles selon les connaissances de l'époque. La consistance de ces rapports à travers les cultures et les siècles suggère que nous avons affaire à un phénomène qui transcende les périodes historiques, observait le docteur Richard Haynes, ancien scientifique de la NASA spécialisé dans l'analyse des rapports de pilotes. Cela implique que l'interaction entre l'humanité et ces phénomènes pourrait être beaucoup plus ancienne et plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Cette perspective historique étendue était renforcée par l'émergence de nouveaux témoignages d'astronautes. Bien que la NASA ait traditionnellement nié ou minimisé les rapports d'observation d'OVNI par ses astronautes, plusieurs anciens membres d'équipage commencèrent à parler publiquement de leurs expériences. L'astronaute Edgar Mitchell, le 6e homme à marcher sur la Lune lors de la mission Apollo 14, révéla avant sa mort qu'il avait été briefé par des contacts militaires sur la réalité du phénomène OVNI. « Nous ne sommes pas seuls dans l'univers », déclara Mitchell. « J'ai été informé par des sources crédibles que notre gouvernement a été en contact avec ces phénomènes depuis des décennies. » D'autres astronautes, parlant sous condition d'anonymat, confirmèrent des observations d'objets non identifiés durant leur mission spatiale. Ces objets, décrits comme présentant un contrôle intelligent et des capacités de manœuvre dépassant toute technologie humaine connue, suivaient parfois les vaisseaux spatiaux ou s'approchaient de la Station spatiale internationale. Ces témoignages d'astronautes étaient particulièrement significatifs, car ces individus représentaient l'élite des observateurs humains. Sélectionnés pour leur stabilité psychologique, leur expertise technique et leur capacité d'observation, ils étaient les témoins les moins susceptibles d'erreurs d'interprétation ou d'hallucinations. La convergence de ces multiples lignes de preuves, historiques, contemporaines, militaires, civiles, terrestres et spatiales, commençait à peindre un tableau troublant d'un phénomène qui était non seulement réel, mais aussi persistant, intelligent et apparemment intéressé par l'humanité et son développement technologique. Cette réalisation força la communauté scientifique à confronter une question fondamentale. Si ces phénomènes représentaient effectivement une forme d'intelligence non humaine qui observait l'humanité depuis des siècles ou des millénaires, quelles étaient ses intentions ? Était-ce une surveillance bienveillante, une étude scientifique neutre,
Ou quelque chose de plus complexe? Les données suggéraient que cette intelligence, si elle existait, avait la capacité technologique d'intervenir directement dans les affaires humaines, mais choisissait généralement de maintenir une distance observationnelle. Cette retenue apparente était soit le résultat d'une éthique de non-interférence, soit une stratégie plus subtile d'influence indirecte. L'analyse comportementale des patterns d'OVNI révélait une approche qui semblait conçue pour maintenir l'ambiguïté. Les rencontres étaient suffisamment dramatiques pour être inoubliables pour les témoins, mais suffisamment ambiguës pour éviter une confirmation définitive qui forcerait une reconnaissance officielle. Cette approche suggérait une intelligence sophistiquée qui comprenait les dynamiques psychologiques et sociales humaines. Nous pourrions être confrontés à une forme d'intelligence qui utilise l'ambiguïté comme outil, observait le docteur Vallée. En maintenant l'incertitude, elle évite de déclencher des réactions paniques ou des réponses militaires massives tout en influençant graduellement notre développement conceptuel. Cette possibilité que l'humanité soit l'objet d'une étude anthropologique à long terme par une intelligence non humaine représentait peut-être la découverte la plus profonde de l'histoire de notre espèce. Si elle était confirmée, elle révolutionnerait non seulement notre compréhension de notre place dans l'univers, mais aussi notre compréhension de notre propre histoire et développement. Cette révélation progressive que l'humanité pourrait être l'objet d'une étude à long terme par une intelligence non humaine souleva des questions existentielles profondes qui dépassaient largement le cadre de la science traditionnelle. Si nous étions effectivement observés depuis des siècles ou des millénaires, cela remettait en question nos assumptions fondamentales sur l'autonomie de notre développement civilisationnel, la nature de notre libre arbitre collectif, et même notre compréhension de ce que signifie être humain dans un contexte cosmique plus large. Les implications philosophiques et théologiques de cette possibilité commencèrent à être débattues non seulement dans les cercles scientifiques, mais aussi parmi les philosophes, les théologiens et les penseurs sociaux. Si une intelligence supérieure nous observait et peut-être nous guidait subtilement, qu'est-ce que cela signifiait pour notre sens de l'accomplissement en tant qu'espèce? Nos découvertes scientifiques, nos avancées technologiques, notre évolution sociale étaient-elles véritablement le produit de notre ingéniosité? Ou étions-nous inconsciemment dirigés vers certains développements? Le docteur Paul Davies, cosmologiste et astrobiologiste respecté de l'Université d'État de l'Arizona, aborda ces questions dans une série de conférences qui attirèrent l'attention internationale. Si nous découvrons que nous sommes observés par une intelligence non humaine, réfléchissait Davies, cela représenterait la plus grande révolution conceptuelle de l'histoire humaine. Cela nous forcerait à reconsidérer non seulement notre place dans l'univers, mais aussi la nature de notre propre conscience et de notre développement. Davies proposait que cette découverte pourrait déclencher ce qu'il appelait une singularité cognitive, un point d'inflexion où notre compréhension de la réalité changerait si fondamentalement que nous deviendrions effectivement une espèce différente dans notre façon de percevoir et d'interagir avec le monde. Cette transformation ne serait pas seulement intellectuelle, mais toucherait aux aspects les plus profonds de l'identité humaine. Parallèlement à ces débats philosophiques, les preuves physiques s'accumulaient de manière troublante. Le projet Galileo du professeur Loeb commença à produire des données qui défièrent les explications conventionnelles. Leurs instruments détectèrent plusieurs objets présentant des signatures anormales, des objets se déplaçant à des vitesses impossibles sans créer de signature thermique, des matériaux émettant des fréquences électromagnétiques inconnues et des phénomènes qui semblaient violer les lois connues de la conservation de l'énergie. Nous avons documenté des objets qui accélèrent de 0 à plusieurs milliers de kilomètres par heure en quelques secondes sans aucune signature de propulsion détectable, révéla Loeb lors d'un symposium international. Ces performances dépassent non seulement notre technologie actuelle, mais aussi notre compréhension théorique de ce qui est physiquement possible. L'aspect le plus troublant des découvertes du projet Galileo était que ces objets semblaient en réagir à l'observation. Lorsque les instruments de détection étaient activés, l'activité anormale augmentait significativement, comme si les phénomènes étaient attirés par l'attention scientifique ou, plus inquiétant encore, comme s'ils testaient délibérément nos capacités de détection. Il y a une corrélation statistiquement significative entre l'activation de nos systèmes de surveillance et l'augmentation de l'activité anormale, admit Loeb. Cette corrélation suggère soit que ces phénomènes sont attirés par notre technologie de détection, soit qu'ils nous observent, nous observer eux. Cette interaction apparente entre les observateurs humains et les phénomènes observés rappelait les paradoxes de la mécanique quantique, où l'acte d'observation influence la réalité observée.
Cependant, ces effets se produisaient à des échelles macroscopiques qui défiaient toute explication quantique conventionnelle, suggérant des principes physiques inconnus ou une intelligence capable de manipuler la réalité d'une manière que nous ne comprenons pas. Les analyses de matériaux dirigées par le professeur Gary Nolan de Stanford produisaient également des résultats extraordinaires. Son laboratoire avait analysé plus de 50 échantillons métalliques prétendument associés à des incidents d'OVNI provenant de sources du monde entier. Les résultats révélaient des anomalies qui défièrent l'explication conventionnelle. Nous avons trouvé des alliages métalliques avec des ratios isotopiques qui ne peuvent pas être produits par des processus naturels terrestres, révéla Nolan. Ces matériaux semblent avoir été créés dans des environnements à haute énergie, utilisant des techniques de manipulation atomique que nous ne maîtrisons pas actuellement. Plus intriguant encore, certains de ces matériaux présentaient des propriétés qui changeaient en réponse aux champs électromagnétiques, suggérant une technologie de métamatériaux bien plus avancée que tout ce qui existait dans les laboratoires terrestres les plus sophistiqués. L'analyse par microscopie électronique révéla des structures cristallines impossibles, organisées selon des géométries qui maximisaient l'efficacité énergétique d'une manière qui dépassait les capacités de conception humaine. Ces matériaux semblent avoir été conçus au niveau atomique avec une précision qui suggère une technologie de fabrication moléculaire mature, observait Nolan. Si nous pouvions comprendre et reproduire ces techniques, cela révolutionnerait notre approche de la science des matériaux. Ces découvertes matérielles étaient particulièrement significatives car elles fournissaient des preuves tangibles et analysables qui pouvaient être étudiées indépendamment par plusieurs laboratoires. Contrairement aux témoignages ou même aux vidéos qui pouvaient être contestées ou falsifiées, les échantillons physiques offraient des données objectives qui résistaient aux explications conventionnelles. L'accumulation de ces preuves multidisciplinaires, témoignages militaires crédibles, données radars corroborées, analyse de matériaux anormaux, patterns comportementaux intelligents, créa un momentum scientifique qui ne pouvait plus être ignoré par l'establishment académique mainstream. Des universités prestigieuses commencèrent à établir des programmes de recherche formels dédiés à ce qu'on appelait maintenant les études de phénomènes aériens anormaux. L'Université de New York lança un programme interdisciplinaire dirigé conjointement par les départements de physique, d'astronomie et d'anthropologie. Ce programme, unique en son genre, reconnaissait que l'étude de ces phénomènes nécessitait non seulement une expertise technique, mais aussi une compréhension des dimensions culturelles et psychologiques des rencontres entre intelligences potentiellement différentes. Nous abordons cette recherche avec l'humilité appropriée, expliquait le professeur Sarah Chen, directrice du programme. Si nous sommes confrontés à une forme d'intelligence non humaine, nos assumptions sur la communication, la logique et même la réalité physique pourraient être inadéquates. Nous devons développer de nouveaux frameworks conceptuels. Cette reconnaissance de la nécessité d'approches conceptuelles nouvelles marquait une maturation importante dans l'étude scientifique des phénomènes OVNI. Les chercheurs reconnaissaient que l'application directe des méthodes scientifiques traditionnelles, conçues pour étudier des phénomènes naturels prévisibles, pourrait être insuffisante pour comprendre des phénomènes apparemment intelligents et adaptatifs. Le programme de NYU développa ce qu'ils appelaient la méthodologie de contact, une approche qui anticipait la possibilité d'interaction avec une intelligence non humaine et établissait des protocoles pour de telles rencontres. Ces protocoles, basés sur les principes de l'anthropologie interculturelle et de la linguistique computationnelle, visaient à établir une communication même avec des formes d'intelligence radicalement différentes de la nôtre. Nous préparons la possibilité que ces phénomènes ne soient non pas simplement des objets à étudier, mais des agents avec lesquels nous pourrions éventuellement communiquer, expliquait Chen. Cette préparation nécessite une révision fondamentale de nos assumptions sur la nature de l'intelligence et de la conscience. Cette perspective révolutionnaire commença à influencer d'autres domaines de recherche. Les projets SETI traditionnels, qui cherchaient des signaux radio de civilisations lointaines, commencèrent à considérer la possibilité que l'intelligence extraterrestre pourrait déjà être présente dans notre système solaire, utilisant des technologies et des méthodes de communication que nous ne reconnaissions pas encore. Le docteur Jill Tarter, directrice émérite du centre de recherche SETI, admit que cette possibilité nécessitait une révision de leur stratégie de recherche. Si une intelligence avancée nous visite déjà, elle pourrait utiliser des formes de communication si sophistiquées que nous ne les reconnaissons pas comme telles, observait-elle. Nous devons élargir notre définition de ce que constitue un signal intelligent. Cette évolution vers une approche plus ouverte et multidisciplinaire attira l'attention d'institutions gouvernementales au-delà du secteur militaire.
La NASA, qui avait historiquement évité toute association avec la recherche sur les OVNI, commença discrètement à financer des études sur les OVNI biosignatures et technosignatures qui incluaient implicitement la possibilité de technologies non humaines dans notre système solaire. L'Agence spatiale européenne alla plus loin, annonçant officiellement un programme de surveillance des anomalies spatiales conçu pour détecter et analyser des objets ou des phénomènes dans l'espace proche de la Terre qui ne correspondaient pas au catalogue d'objets artificiels ou naturels connus. Nous avons la responsabilité scientifique d'enquêter sur tous les phénomènes anormaux dans notre environnement spatial, déclara le directeur général de l'ESA. Cette investigation pourrait révéler de nouveaux phénomènes naturels, identifier des technologies terrestres non répertoriées ou potentiellement découvrir quelque chose de plus extraordinaire. Ces développements institutionnels révélaient un changement fondamental dans l'approche scientifique et gouvernementale des phénomènes OVNI. Ce qui avait été marginalisé et ridiculisé pendant des décennies était maintenant étudié par les institutions les plus respectées du monde, utilisant les méthodes les plus sophistiquées disponibles. Cependant, cette légitimisation créait aussi de nouveaux défis. Alors que la recherche devenait plus ouverte et plus rigoureuse, les implications de découvertes potentielles devenaient plus évidentes et plus troublantes. Si ces études confirmaient l'existence d'une intelligence non humaine sur Terre ou dans notre système solaire, cela déclencherait des révolutions dans tous les domaines de la connaissance humaine, physique, biologie, philosophie, religion et politique. La possibilité que de telles révélations soient imminentes commença à influencer les discussions sur la préparation au contact, comment l'humanité devrait se préparer à la confirmation officielle de l'existence d'une intelligence non humaine. Ces discussions impliquaient non seulement des scientifiques, mais aussi des psychologues, des sociologues, des théologiens et des responsables politiques, reconnaissant que les implications dépasseraient largement le domaine scientifique. Alors que nous nous approchons de la possibilité de réponse définitive à ces questions anciennes, l'humanité se trouve à un moment charnière de son histoire. Les prochaines découvertes pourraient confirmer que nous ne sommes pas seuls, que nous n'avons jamais été seuls, et que notre compréhension de notre place dans l'univers est sur le point de changer de manière fondamentale et irréversible. Alors que nous nous tenons à ce moment charnière de l'histoire humaine, les implications de ces révélations progressives commencent à résonner à travers tous les aspects de notre société. Les gouvernements du monde entier se trouvent confrontés à une réalité qu'ils ont niée pendant des décennies, une réalité qui pourrait fondamentalement transformer notre compréhension de la sécurité nationale, de la souveraineté territoriale et même de la nature de l'autorité politique, dans un contexte où une intelligence supérieure pourrait observer nos affaires. En juillet 2023, un événement sans précédent se produisit. David Grusch, ancien officier de renseignement de l'armée de l'air américaine et ancien membre du groupe de travail sur les phénomènes aériens non identifiés, témoigna devant le Congrès sous serment, révélant l'existence de programmes gouvernementaux secrets dédiés à la récupération et à l'ingénierie inverse de technologies non humaines. Ces révélations, protégées par les lois sur la dénonciation d'abus, représentèrent la brèche la plus importante dans le mur de secret gouvernemental depuis les révélations d'Edward Snowden. Les États-Unis possèdent des matériaux d'origine non humaine, déclara Grusch devant une salle comble du Congrès et des millions de téléspectateurs mondiaux. Nous avons des programmes de récupération d'appareils de technologie avancés depuis des décennies. Ces programmes opèrent en dehors de la supervision du Congrès et du contrôle démocratique normal. Les révélations de Grusch, corroborées par des documents classifiés et soutenus par d'autres témoins du renseignement, peignaient un tableau d'un gouvernement parallèle qui opérait dans l'ombre, cachant peut-être la découverte la plus importante de l'histoire humaine. Selon son témoignage, ces programmes auraient récupéré plusieurs appareils intacts et partiellement intacts présentant des technologies qui défiaient la compréhension actuelle de la physique. J'ai parlé à des individus qui ont eu un accès direct à ces programmes, continua Grusch. Ils m'ont décrit des matériaux avec des propriétés que nous ne pouvons pas reproduire, des systèmes de propulsion sans mécanisme identifiable et des structures qui semblent défier nos lois de l'ingénierie structurelle. Plus troublant encore, Grusch affirmait que certains de ces programmes auraient récupéré ce qu'il appelait prudemment des biologics non humains en association avec ces appareils. Cette révélation, prononcée avec la solennité d'un officier de renseignement sous serment, suggérait que l'humanité pourrait avoir eu accès non seulement à des technologies avancées, mais aussi à des formes de vie intelligentes non terrestres. Les répercussions de ces révélations furent immédiates et mondiales.
Les marchés financiers mondiaux chutèrent temporairement alors que les investisseurs tentaient d'évaluer les implications économiques de technologies révolutionnaires potentiellement cachées depuis des décennies. Si ces technologies existaient réellement et étaient rendues publiques, elles pourraient obsolètes des industries entières tout en créant des possibilités économiques inimaginables. Les dirigeants religieux du monde entier furent forcés d'aborder des questions théologiques qu'ils avaient évitées pendant des siècles. Le pape François publia une déclaration remarquable. Si Dieu, dans sa sagesse infinie, a créé d'autres formes de vie intelligentes dans l'univers, alors nous devons les accueillir comme nos frères et sœurs cosmiques. La révélation de leur existence ne diminue pas l'amour de Dieu pour l'humanité, mais révèle plutôt l'immensité de sa création. Cette ouverture du Vatican contrastait avec les réactions plus prudentes d'autres institutions religieuses, certaines luttant pour réconcilier leurs enseignements traditionnels avec la possibilité d'intelligence non humaine. Des théologiens progressistes argumentaient que la découverte de vie intelligente extraterrestre renforçait plutôt qu'elle ne sapait les concepts de divinité et de dessein cosmique, tandis que les fondamentalistes exprimaient des préoccupations sur les implications pour les doctrines de l'unicité humaine. Dans le domaine de l'éducation, les universités commencèrent rapidement à réviser leurs programmes d'études. Des cours sur l'anthropologie cosmique, la physique des phénomènes anormaux et l'éthique du contact interespèces apparurent dans les catalogues académiques. Les étudiants, en particulier, semblaient remarquablement adaptables à ces nouvelles réalités, ayant grandi dans une culture populaire qui avait déjà exploré ces possibilités à travers la science-fiction. Cette génération est mieux préparée que toute autre dans l'histoire pour intégrer la réalité d'intelligence non humaine, observait le docteur Lisa Martinez, psychologue sociale à l'Université de Columbia. Ils ont été exposés à ces concepts conceptuellement toute leur vie. Pour eux, la confirmation de l'existence d'OVNI n'est pas un choc existentiel, mais une validation de possibilités qu'ils avaient déjà considérées. Cependant, tous les segments de la société ne réagissaient pas avec la même équanimité. Des mouvements sociaux émergèrent, certains demandant la divulgation complète immédiate de toutes les informations gouvernementales sur les OVNI, d'autres exprimant des craintes sur les implications pour la sécurité et la stabilité sociale. Des groupes conspirationnistes, ironiquement, se trouvèrent dans la position inhabituelle d'avoir été partiellement validés dans leurs croyances de longue date sur la dissimulation gouvernementale. Les implications pour la science étaient peut-être les plus profondes de toutes. Si les matériaux récupérés possédaient réellement des propriétés qui défiaient la physique connue, leur étude pourrait catalyser des révolutions scientifiques comparables à celles déclenchées par la mécanique quantique ou la relativité d'Einstein. Des consortiums de recherche internationaux se formèrent pour étudier ces matériaux, si et quand ils seraient rendus disponibles à la communauté scientifique. Le professeur Michio Kaku, physicien théoricien respecté, spécula sur les implications. Si ces matériaux utilisent des principes physiques que nous ne comprenons pas encore, leur étude pourrait nous faire progresser de décennies ou même de siècles dans notre compréhension de l'univers. Nous pourrions découvrir de nouvelles forces fondamentales, de nouvelles façons de manipuler l'espace-temps, ou même des principes qui nous permettraient de développer des technologies actuellement considérées comme impossibles. Ces possibilités technologiques soulevaient aussi des questions géopolitiques complexes. Si certaines nations avaient un accès privilégié à ces technologies avancées, cela pourrait créer des déséquilibres de pouvoir dramatiques. La course était lancée non seulement pour comprendre ces technologies, mais aussi pour s'assurer qu'elles soient développées et déployées de manière équitable et pacifique. L'Organisation des Nations Unies établit un comité spécial sur les technologies d'origine anormale et leurs implications pour la sécurité mondiale. Ce comité, composé de scientifiques, de diplomates et d'experts en sécurité de toutes les nations membres, avait pour mandat de développer des frameworks internationaux pour l'étude et l'éventuelle application de ces technologies révolutionnaires. Parallèlement, les efforts de communication avec ces intelligences non humaines s'intensifiaient. Le projet Galileo et d'autres initiatives similaires commencèrent à déployer des systèmes de communication expérimentaux, utilisant des mathématiques universelles, des signaux lumineux pulsés selon des séquences de nombres premiers et même des tentatives de modulation des champs électromagnétiques selon des patterns qui pourraient être reconnus par une intelligence technologique avancée. Ces tentatives de contact délibéré représentaient un changement fondamental dans l'approche humaine de ces phénomènes. Au lieu d'être simplement des observateurs passifs d'événements mystérieux, l'humanité commençait à devenir un participant actif dans ce qui pourrait être le premier contact authentique entre espèces intelligentes dans l'histoire de notre planète. Les résultats de ces efforts furent encourageants et troublants à la fois.
Plusieurs installations de recherche signalèrent des réponses à leurs signaux de communication, des modifications dans l'activité des phénomènes anormaux qui semblaient corrélés avec leur transmission. Ces réponses, bien qu'encore ambiguës et difficiles à interpréter, suggéraient une conscience et une réactivité qui renforçaient l'hypothèse d'intelligence. Nous recevons des signaux structurés qui ne correspondent à aucun phénomène naturel connu, révéla le Dr Chen de l'Université de New York. Ces signaux présentent une complexité mathématique qui suggère une origine artificielle, et ils semblent réagir à nos tentatives de communication. Nous sommes peut-être au début d'un véritable dialogue interespèces. Cette possibilité excitante était tempérée par des préoccupations sur les implications d'un contact réussi. Si ces intelligences avaient observé l'humanité pendant des siècles sans se révéler ouvertement, leur décision d'établir maintenant une communication pourrait signaler un changement dans leur évaluation de notre espèce ou de notre niveau de développement. Alternativement, cela pourrait indiquer une urgence ou une nécessité qui les poussait à rompre leur politique de non-interférence apparente. Les psychologues et anthropologues qui étudiaient les implications du contact spéculaient sur les motivations possibles de ces intelligences. Dr. John Alexander, ancien colonel de l'armée américaine et expert en phénomènes anormaux, proposait plusieurs scénarios. Ils pourraient être des scientifiques d'une civilisation avancée menant une étude anthropologique de longue durée. Ils pourraient être des éducateurs, nous guidant graduellement vers une maturité cosmique. Ou ils pourraient être des gardiens, s'assurant que notre développement technologique ne menace pas l'équilibre cosmique plus large. Chacun de ces scénarios avait des implications profondément différentes pour l'avenir de l'humanité. Un contact avec des scientifiques extraterrestres pourrait mener à un échange de connaissances révolutionnaires. Un contact avec des éducateurs pourrait accélérer notre évolution spirituelle et technologique. Un contact avec des gardiens pourrait révéler que notre développement était soumis à des contraintes ou des évaluations que nous ne soupçonnions pas. Quelle que soit leur nature ou leurs intentions, la réalité émergente était que l'humanité n'était plus seule dans l'univers, et peut-être ne l'avait-elle jamais été. Cette révélation, qui se déployait graduellement à travers les témoignages militaires, les analyses scientifiques et maintenant les révélations gouvernementales officielles, représentait un tournant dans l'histoire de notre espèce aussi significatif que l'émergence de la conscience, le développement du langage ou la révolution industrielle. Alors que nous nous tenons au seuil de cette nouvelle ère, l'humanité fait face à des choix qui détermineront non seulement notre avenir, mais possiblement celui de notre relation avec des intelligences qui pourraient nous dépasser en sagesse, en technologie et en perspicacité cosmique. Ces choix nécessiteront le meilleur de notre sagesse collective, notre compassion et notre courage, alors que nous naviguons vers un futur où les étoiles ne sont plus des points de lumière distants, mais des destinations possibles dans un univers peuplé d'intelligence que nous commençons seulement à comprendre. Les questions qui nous ont hantés depuis que nous avons levé les yeux vers le ciel nocturne et nous sommes demandés si nous étions seuls trouvent enfin leurs réponses. Ces réponses, cependant, ouvrent des horizons de questions encore plus profonds sur la nature de la conscience, le dessein de l'existence, et notre rôle dans une tapisserie cosmique plus vaste et plus mystérieuse que nous n'avions jamais osé l'imaginer. Dans cette nuit étoilée qui nous entoure, nous ne regardons plus dans l'obscurité vide, mais vers des lumières qui pourraient nous regarder en retour.